Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux, vous écoutez la fabuleuse histoire du catch américain, je suis Norbert Feuillant, on est sur YouTube, sur Mixcloud, vous pouvez réagir à nos émissions sur Twitter, @FHCA Podcast, hashtag FHCA, on est également sur catch-news avec un z.com et on remercie nos amis de Paris Catch également qui relayent nos vidéos et on est évidemment sur Facebook, on peut évidemment liker la page, envoyer des messages, nous dire qu'on est super. En parlant de super, j'accueille Rabi Mentor aujourd'hui, comment ça va Rabi ? Ça va. Ça va, il est un petit peu fatigué, hein. il était de baptême ce week-end, ouais. Nous sommes dimanche, il est revenu là ce matin, là, cette nuit. Il est fatigué. Hein, j'ai été baptisé. Ouais, on devrait prendre une photo de Rabi où il a une tronche écarlate. Il a cramé au soleil et il est ravissant. C'est notre saveur latine à l'émission. En parlant de saveur latine, on a monsieur Marc Blondin aujourd'hui avec nous également. Ah ben oui, mesdames ainsi que messieurs ainsi que Borbert. Borbert, absolument. Bonjour Borbert, bonjour Babi. Et bonjour tous. Bonjour tous, ça va mon Marco ? Ça va. Et plutôt pas mal, fatigué aussi. Fatigué. Le baptême. Oui, le baptême, donc de la fille de Tony, qu'on salue. Oui, bien sûr. Salut Tony. Tout s'est bien passé. Oui. Merveilleux, Michel était là. Et alors, comment va-t-il ? Ah bien. Bien, ah oui. Bien, on l'a bu. On l'a bu, d'accord, la blond beer. C'est ça. Tu vas la vendre bientôt, je pense, la blond beer, à consommer avec modération. Oui, c'était du blond punch. Du blond punch, oui, d'accord. Du blond punch. Du blond punch, du punch comme disent les gens. Oui. Voilà. Et Papy est là aujourd'hui, comment ça va Papy ? Bon, j'étais aussi ah oui. Fatigué. Fatigué ? Ah, c'est dur de se remettre des longues journées comme ça, c'est plus de mon âge, tu comprends. Il faisait chaud. 142 ans. Hein. 142 ans. 142. Tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui sur le championnat intercontinental de la WWE, plutôt pour toi en ce qui concerne la WWF et la WWF. En tout cas, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton ressenti, de tes souvenirs de ce championnat. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Avant de retrouver Marc Blondin, on vous annonce que dans 15 jours, le thème de l'émission sera Chris Benoit à l'occasion de la semaine anniversaire de son décès. Et parce que c'est un catcheur qu'on adore à la fabuleuse histoire du catch américain, on parlera de Chris Benoit dans 15 jours. Mais on va revenir à nos moutons avec Marc Blondin qui va nous lire le courrier des auditeurs. Alors le courrier des auditeurs, c'est très simple, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc les réactions sur l'émission de la semaine dernière, donc c'était les Babyfaces. Donc tout de suite les réactions de Facebook. Facebook. Voilà. Lulu Beauchamp, très bon podcast et pour info, voir Barcelone jouer, c'est très chiant à regarder. Jean-Christophe Paré qui répond, question de goût, perso, j'adore voir le Barça jouer, mais je préfère le regarder jouer contre les grosses équipes comme le catch, les squash, ça va les premiers temps, et après c'est moins intéressant. Ah, d'accord. Smirlap. Kundelic. Ah, et au fait, merde, attends. Ah oui, parce que là, tu n'as pas préparé en amont. Hein. Si. J'ai préparé en amont, mais c'est toujours cette histoire de souris. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, au fait, si vous n'avez pas le temps de lire les mails des auditeurs, vous pouvez peut-être les publier quelque part, qu'on puisse en profiter. On pourrait faire un forum de discussion ou je sais pas. Eh bien, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à vous servir de notre page Facebook, la fabuleuse histoire du catch américain, pour lancer des sujets vous-même. Hein. N'attendez pas forcément que je le fasse ou que Rabi le fasse. Ah oui, n'hésitez pas, servez-vous de notre page pour parler de l'histoire du catch avec nous. Ça serait un grand plaisir de tous vous retrouver régulièrement sur le Facebook de l'émission. Ah oui, parlez-en entre vous. Faites votre forum. Et faites votre petit frichti, votre petit salam alek, n'hésitez pas. Voilà, et Salma Hayek aussi. Et Salma Hayek aussi. Oui, la petite Salma, oui. Bon. Oui, absolument. Alors, Xavier Trédaniel, bonsoir, Barc, Borbert et Bantor. Fabuleuse émission pour la fabuleuse histoire. Je crois que c'est celle que j'ai préférée pour le moment. De par les échanges, la pertinence de vos propos et surtout la dynamique de l'émission. Chose importante que beaucoup de podcasts ou d'émissions qui parlent de catch ont tendance à oublier et comblent leur temps par des paroles inutiles ou des blagues pourries. Bref. Et bim! J'ai une petite demande de sujet d'émission. J'aimerais beaucoup que vous parliez de Steve Austin. À l'époque où il est arrivé, je ne l'aimais pas vraiment. Il détruisait toutes mes idoles. Et sa popularité est ridiculisée, notamment celle de Brett, que j'adorais, même si je préférais HBK. Et j'ai eu du mal à me faire au personnage. J'adorais son moveset, je trouvais le gars incroyable, mais le passage de flambeau ou de mes idoles de l'époque à ce gars qui vient tout chambouler a été pour moi dur à encaisser, même si je trouve cela formidable qu'aujourd'hui... Je trouve cela formidable aujourd'hui, et s'il est devenu un de mes lutteurs préférés avec le temps.
Autre petit sujet d'émission un peu plus spécial cette fois, j'aimerais que vous nous racontiez vos souvenirs à vous des moments qui vous ont marqué dans les shows live que vous avez pu voir, que ce soit en spectateur ou en pro pour Barbère. Pour ma part, il y a des moments que je n'oublierai pas, et bien que je fusse au micro ou en arbitre, ou bien en simple spectateur, le catch est quand même autre chose en live que devant la TV. Je reste conscient que c'est un sujet pas forcément simple à aborder. Bisous les amis, Miss You. PS, Michel est devenu une plaque publicitaire, et en effet c'est une photo de Michel le tourneur. Hein. Qui vend des endroits pour se loger. J'ai l'impression il a qu'il des est clés, agent immobilier. Voilà, il a des Absolument. clés dans la main, et c'est très bien, et ça lui va très bien au teint. C'est exactement. Merci à Xavier, un de nos très bons potes de longue date du catch en France et dans la vie également. Et c'était un très bon arbitre, les amis, Xavier Trédaniel. Et en effet, le sujet Steve Austin, on pourra peut-être y réfléchir. C'est un sujet qu'on peut développer assez aisément. Aisément, mais peut-être. Et dans l'histoire du catch américain, quand même, il y a Steve Austin qui est très, 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 très prépondérant. Hein Top 20. Top 20. Top 20, Facile. top 25, quelque chose comme ça. Ok. Tonio Di Falco, excellente émission pleine d'infos, d'anecdotes et de portraits passionnants. Je suis étonné que vous n'ayez pas plus développé concernant Bob Backlund, qui était quand même le top babyface après Sammartino et avant Hogan. Eh bien, tu as raison, on aurait dû. Oui, mais on peut faire des petites erreurs, Oui, ça des arrive. petits oublis, Bob Backlund, tout ça. Grégory Perrault, très bonne émission comme d'habitude, mais une petite question quand même, y a-t-il eu de grands babyface féminins? Oui, Bailey. Elle est toujours en activité. Bailey, excellente face. C'est vrai, Trish Stratus à une époque. Elita. oui. Alondra Blaze aussi. Ouais, en fait, il y en a eu. Hein. Oui, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-unes. Mais dans les grands. China, hein. China. Ouais. Quand même, hein. Thibaut Gabriel, super émission, je prends de plus en plus de plaisir à vous écouter vos podcasts. Pour moi, le futur meilleur champion intercontinental des 20 prochaines années est Kevin Owens. Le titre lui va super bien et ses promos en tant que champion. Ah oui, d'ailleurs, là, on passe au titre intercontinental un petit peu de temps en temps. C'est un peu pêle-mêle, vous m'excuserez, je suis fatigué. Hein. Oui. Le titre lui va super bien et ses promos en tant que champion sont encore meilleurs qu'en temps normal. Et même, j'adore son style de catch et sa musique d'entrée est trop bien. Longue vie à Kevin Owens et la fabuleuse histoire du catch américain. Dédicace à Marc, dédicace à toi. Bark, est-ce que avant de passer au titre intercontinental, on peut aller voir le YouTube pour les babyface Oui, attends, si tu arrives à trouver ça. mais en fait, il y avait un truc au milieu, mais il y a plein d'autres trucs Ok. sur les faces. Eh bien, écoute, vite, Voilà. à vie. Hein. Ah oui, il y avait un truc au milieu, d'accord, pardon. Oui, c'est un truc au milieu. Enfin, Ouais. bon, il commence pas. Hein. Ouais. Jean-Christophe Paré, une merveilleuse émission. J'ai vrai. adoré de bout en bout, du bout. Il me semble que lors de du Nitro de 4 janvier 99, la WCW La lutte Nitro, WCW. voilà, hein. Ce Tyler Vane en annonçant le sacre de folie, mais s'achève définitivement avec le Finger Poke of Doom en main event, c'est vrai. C'est vrai. Histoire de bien se frotter du gros sel sur les plaies, un plantage pareil, c'est un chef-d'œuvre. Vivement le prochain épisode sur le titre intercontinental. C'est un vrai bonheur de vous écouter, énormément d'humour et beaucoup d'histoire. C'est une formule parfaite, pourvu que ça continue. Le Finger Poke of Doom, c'est Kevin Nash, ça. Oui. C'est qui a décidé, c'est qui a voulu faire ça. Oula, ce sera toujours le problème c'est de qui Qui Alors c'est Bischoff il dira que c'est Nash il dira que c'est Hogan il dira que c'est Nash. Je pense que, mais par contre, je suppose que ouais, ça pue une idée de Nash. Ouais. Ça pue l'idée de Nash, et en tout cas, c'est un moment important malgré tout dans l'histoire du catch américain, Finger Poke of Doom, de par l'idée qui est extraordinaire, C'est et pas de mal, hein. ce qui en a résulté. En tout cas, c'est vrai que ça et David Arquette, c'est peut-être les deux choses. Goldberg à Starcade, je dirais aussi. C'est plus, et là en fait c'est le knail dans le coffin. Le knail. Hein, le knail, Oui, le nail, dans le clou, Le clou hein. dans le cercueil. Le clou dans le cercueil de Goldberg déjà, vu que il est censé avoir son rematch contre Nash ce jour-là. Mais il est foutu en prison à cause d'Elisabeth qui dit que d'abord elle l'a violé, il l'a violé. Après non, en fait, il l'a stalké, en fait, non, rien du tout. Alors ça, j'étais pas du tout au courant, tu vois. Et il est au commissariat, en fait, là-bas, et il s'aperçoit au bout d'une heure et demie qu'Elisabeth, elle dit de la merde. Donc, en fait, le truc, c'est... Attends, c'est une storyline, ça? Ouais. D'accord, ok. Et toute la storyline du truc, après, c'est est-ce que Goldberg va arriver en Attends. temps et en heure pour affronter Nash? Sauf qu'en fait, en tout début d'émission, ils ont montré que le commissariat était en face de l'arène. Mais genre à 50 mètres en face, quoi. Et donc, est-ce que Goldberg va réussir à faire 50 mètres en une heure, tu vois? Et non. Mais en plus, c'est que non. Non, Il mais arrive si, trop tard. si tu veux faire la storyline de est-ce que le mec va arriver à temps, ça c'est pas mal, mais tu mets pas en place un truc avec du viol, un commissariat, tu peux te démerder différemment quand même.
Ouais, mais non. Ouais, tant qu'à faire, Ouais, non. ça nous Et rappelle, alors, c'est pour ça, Hogan, il fait ah, mais Goldberg est pas là, je vais affronter Nash. Et ce genre de choses, ça nous rappelle l'anecdote que tu m'as contée et que j'avais lu également dans le livre de Chris Jericho sur le segment où il se perd backstage. Ça, c'est très drôle, ça aussi. Oui. Ouais. Bah raconte-le, vas-y. Mais non, vas-y, toi. C'est Jericho Ah. qui essaye de sortir, qui veut. Ils font Spinal Tap en fait. ils font le truc du Spinal Tap. Il en feud avec Goldberg à l'époque. C'est pas ça? Non, c'est avec. Si, c'est avec Goldberg en plus, oui, ça c'est autre chose, voilà. Ouais. Où il fait semblant de se perdre, comme dans le film Spinal Tap, où il part de ses loges pour arriver dans l'arène, et en fait, il trouve pas son chemin, quoi. Ouais. Et à la base du truc, c'était qu'il devait sortir de l'arène et s'enfermer dehors, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, il arrive dehors et il fait ah, je suis enfermé. Il essaye d'ouvrir la porte, mais la porte s'ouvre. Et donc, il est obligé de la refermer, de la reclaquer direct après. Il passe pour un gros con. Mais il avait l'habitude de ça, de Jericho. C'est contre Wrath, je crois. Ou Ah oui, Mortis. j'adore. Raconte-nous, Rabi. C'est, je sais plus contre. Je crois que c'est Wrath. Oui, Brian Clark. Oui, ou Mortis. Non, c'est Brian Clark. je crois. Qui, en fait, il court après Jericho backstage, quoi. Et c'est la fin du segment, logiquement. Le segment doit s'arrêter, ils sont live. Ou tu les vois courir au fond, on repasse à Schiavone. Mais en fait, ils s'arrêtent de courir, quoi. Au bout d'un moment, ils passent le truc, ils s'arrêtent de courir et tu les vois revenir tous les deux en rigolant, en disant c'était cool. Mais ils sont live, en fait. La régie les a pas enlevés, quoi. Donc Jericho, oui, c'est un habitué du caca. Mais oui, après le finger poke of doom pour revenir, oui, c'était horrible. C'est incroyable. Quelle idée de donner un titre à quelqu'un déjà, quand il pense. Dans Storyline, t'es champion, tu vas donner ton titre et faire ça. Non, c'est incroyable. Ouais. Schmirlap, Kundolich, le retour. Perso, je ne suis pas encore remis du Hilton de Rabbi Mentor qui a rejoint le clan de Donald Trump. Coup de tonnerre pour les fans de FHCA et il va là où l'argent est. Ou là où l'herbe est plus verte. Voilà. Il Pour le fait reste, une Kevin Nash, ça s'appelle. c'est ça. Je donne mon titre. Non, mais enfin, son titre, hein, c'est pas moi. Hein. Bon, pour le reste de l'émission, je vous rejoins sur quasiment tout, à l'exception du cas Finn Balor. Ils peuvent réussir avec lui ce qu'ils ont loupé avec Jeff Hardy, même s'il a chié au micro, il a quand même de la classe et le charisme pour enflammer la foule rien qu'avec son entrée et son in-ring. En plus, il sait gérer les réseaux sociaux avec un peu de subtilité, il peut devenir le babyface 2.0. Surtout avec Samoa Joe en Nemesis. Alors, Samoa Joe et Finn Balor, ça marche pas du tout. Les matchs entre les deux. C'est 3,5 à tout péter. Hein. Ça marche pas du tout. Le match en cage, c'était pas terrible à TakeOver. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, bon. C'était bof. Et RS, comme les et deux puis Finn premiers. Balor, non, il peut pas foutre le feu dans le ring. Non. Mais je trouve pas. Non. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est pas Kevin Owens non plus qui est le meilleur Twitter du catch dans le monde entier. Non, Finn Balor, j'y crois pas trop, à moins d'une surprise, d'une bonne storyline, d'un bon angle. Sur le roster principal, le Balor Club peut-être, je sais pas. Non. Je sais pas, non, Balor il m'inspire pas grand chose en Pour contrer le club, justement. Balor Club Balor contre le club. Face avec Balor et les heels. Non, peut-être. Ouais. Sinon, pire babyface de l'histoire, j'aurais voté Edge, moi, d'une très courte tête devant Harden, qui, dans mes souvenirs, avait fait du bon boulot pour mettre over Mark Henry à l'époque du Hall of Pain. Ouais, on parlait plutôt du run très 2004. court de 2004. Ouais, qui était 2004, dégueulasse. 2005, où ça c'est pas Ouh là possible. là là là. Je vous quitte avec une dernière prédiction. Le prochain babyface de la WWE aura des nichons. The Hugging Era is coming, believe that. On parle de Bailey, bien sûr, que j'aime beaucoup en tant que babyface. Oh, j'ai oublié, c'est bien vrai que les fans cassent les couilles avec leur chant de merde, presque autant que les fans qui font des commentaires de 3 pages sur les pages Facebook de leur podcast préféré. Merci, Schmirlap. Kevin Barr. Ah, on salue Kevin Barr, commentateur français de la Progress Wrestling. Coucou FHA, bon je me répète, mais c'était encore très intéressant. Cette pop le 4 janvier 99 est à mon avis la plus grosse pop peut-être de tout ce que j'ai pu voir. Juste phénoménal. Bret Hart, mon premier favori du catch quand j'étais petit, j'avais même sa casquette et moi aussi, je l'avais, la bleue, là, casquette bleue et rose, ouais. mais Magnifique. pas moi. Ah, moi, je l'avais. C'est bien. Je l'ai beaucoup porté. Hein. Pas moi. Concernant le titre intercontinental, c'est ma ceinture préférée étant plus jeune et encore aujourd'hui, j'aime toujours bien ce titre. Maintenant, je vais juste parler des champions que j'ai connus, car avant 90, je suis pas spécialement au point. Donc bon, on va le lire maintenant. Hein. Mr. Perfect, très grand champion ici selon moi. D'ailleurs, la question, est-ce que le titre sert de tremplin au main event? Perfect est l'exemple même du type n'ayant pas pu en profiter. À l'inverse, ça a bien servi à HBK. Jericho, l'homme ayant le plus de règne, est-ce que ça fait de lui le meilleur champion ici selon vous? Non. Razor Raymond, comme vous l'aviez dit, étant gamin, on avait l'impression qu'il était champion depuis 10 ans. Il pour- reste l'un des meilleurs représentants de cette ceinture pour moi. Il y a ensuite la génération Shelton Benjamin, RVD, Edge, Christian. Et une bonne période aussi, même si pas forcément de long règne. J'aime bien les longs règnes si c'est correctement construit.
J'avais bien aimé le règne de Cody Rhodes aussi, son deuxième me semble. Dans l'attente de vous écouter, je vous souhaite, mesdames, messieurs, une agréable semaine et nous pourrons passer sur YouTube. Alors, pour répondre rapidement avant de développer sur le titre intercontinental, Jericho, non, pour moi, pas meilleur champion intercontinental ever, malgré 9 titres, parce qu'on a que 318 jours combinés, finalement, pour Chris Jericho sur 9 règnes. Oui, C'est pas terrible, sachant que, alors, si t'as l'impression, c'est Kevin Barr. Kevin Barr. Si Keke, mon Keke, tu as l'impression que Razor a été champion pendant très longtemps, c'est parce que, avec 4 règnes, c'est toujours lui depuis 95. De 95 à aujourd'hui, c'est celui qui a le plus de jours cumulés. Ouais. De règne. C'est le 4e ou 5e ever. Donc il a été champion vraiment très longtemps en termes de jours, Razor. Beaucoup. Ouais. Pour ça. Et Perfect, je pense qu'il a pas été en main event parce qu'il s'est blessé. Et il s'est blessé, c'est Voilà. pour ça que Brett prend la ceinture aussi. Voilà, passage c'est de ça. flambeau Donc, aussi, mais Perfect, après il prend un hiatus du catch avant de revenir en 93 exactement. Sur YouTube, Chris Jericho qui nous écoute. Hein. Ah oui, Ouais. on le salue. Salut Jericho, mais t'es le meilleur champion intercontinental pour moi. Hein. Par contre, c'est feu. Ah ouais, non, moi je suis pas d'accord. Hein. Non, moi non plus, mais il nous écoute. Ah bah d'accord, ok. Ah, du con. Et puis Bon. il vient de la lutte WCW Ouais, aussi. ah, Nitro, hein, c'est pour la vie. C'est pour la vie, Blondin. Blondin, C'est la moi, W. Blondin, ouais, voilà. Et le troisième câble. Steamboat a tourné heel à la TNA quand Scott Hall a voulu frapper Jeff Jarrett à coup de chaise et Steamboat l'en a empêché. Eh, ça devait être bien ça, hein, putain. Après, on a Pogoz. Oh là là, tous les petits pseudo-rebelles qui chialent sur Cena quand il est tout simplement un des plus grands de l'histoire de cette industrie, des matchs stellaires, des rivalités qui ont marqué la WWE pendant les 12 dernières années. Mais je suppose que pour eux, n'importe qui l'aurait fait mieux. Maintenant, on va me traiter de gamin de 6 ans, mais je m'en fous. Dalton Castle ou Ashley Remington, ce mec qui est tout bonnement génial, mais j'aimerais revoir le marin. Le gros souci, c'est que les faces, au final, agissent comme des heels et ils se moquent des heels de manière assez acide. Ils les poussent à les prendre en challenger. Ou bien ils sont débiles à faire équipe avec celui qui, le mois avant, lui a pété le bras. Au final, ils n'ont pas les caractéristiques d'un vrai face. Rey Mysterio, pour la petite histoire, il a dû demander à la grosse association de Lucha Libre, celle qui régit les règles, oui, ça existe là-bas, pour avoir le droit de remettre son masque, à condition qu'il change les logos et son nom de ring, d'où le Mysterio qui devient Mysterio, le I qui passe au Y dans Mysterio, et les points d'interrogation changés en croix de Jésus. Sinon, la Sombra Mani Andrade, il faut voir le Mascara contre Mascara face à Atlantis et son tag match avec Mascara Dorada contre Jushin Liger et Hector Garza au Wrestle Kingdom 2011. Eh ben, merci à Pogoz, hein. Très très bon commentaire, instructif. Et c'est cool que j'ai appris avec lui qu'il y avait un conseil qui régissait les règles de la Lucha Libre. Alors ça, je trouve ça super. Ouais, c'est pas banal. C'est quand même plutôt... ça a une autre dimension quand même, là, on est... Ah, c'est culturel, oui. Après, on n'est pas dans le catch américain US, en petit aparté. Donc merci à Pogoz pour ton teaching. Wally de Tout, très bonne émission comme d'habitude. Je voudrais vous demander, pour vous, quelle est la plus grande erreur de la WWE? Pogoz a répondu WrestleMania 32. Putain, la plus grande erreur à la WWE, l'invasion. Oui, pareil. Ouais, Alors, on peut dire que c'est facile, mais en même temps, c'est vrai. Ils sont passés à côté de millions, de millions de dollars. Mais de millions. Peut-être qu'on approche des milliards. Hein. Les gens étaient tellement prêts à donner leur thune pour voir les matchs, quoi. Invasion, le premier pay-per-view Invasion, 750 000 achats. Et pourtant, c'est pas sur le papier. Non, c'est nul. Non, mais pareil, c'est un bon pay-per-view. Hein, Oui, mais c'est pas ce que t'attends d'un truc. Hervé de Jeff Hardy est particulièrement bon dans ce match. Ouais, Dans ce show, pardon. mais tu vois, 750 000 achats, Ah, c'est c'est beaucoup. énorme. C'est énorme, mais bon. Et dans une moindre mesure, CM Punk et Daniel Bryan, peut-être aussi, dans les erreurs de la WWE. Oui. Mais l'invasion, c'était plus de. Oui, c'est très. de- Là, il y avait un retour sur investissement assez rapide, pour le coup, de putain. possible. Ouais. Marc Damani, merci pour cette émission toujours aussi excellente et passionnante. Je voulais vous demander que pensez-vous du retour de la brand extension à la WWE, bonne ou mauvaise idée? Rabi, tu voulais qu'on fasse un petit aparté là-dessus dans la prochaine émission, peut-être Ouais, la prochaine ou celle d'avant, ou même en faire une petite hors-sujet avant le brand split. Ouais, on fait une émission la semaine prochaine, rapide, sur le brand extension. Non, j'aurais bien vu plutôt début juillet. Début juillet, bon, ben d'accord. Après on fera Benoît, ça. ouais. Et on fera ça après Benoît, alors. Voilà, on en parlera vite fait et on fera peut-être même nos picks. Hein, on sera Nos peut-être petites les prédictions. GM de. C'est ça. les GM, voilà, de Raw, SmackDown. Et le faites pas tout de suite, parce qu'après, on va un peu zapper dans le courrier, mais on vous demandera vos picks à vous, vos drafts, en fait. Si vous deviez recruter, on dira 5 ou 10 mecs dans chaque brand, et voilà, quoi. On fera ça avec vous tous. Hashtag FHA, TFHA Podcast sur Facebook également. La fabuleuse histoire du catch américain. On t'écoute, Marc, pour la suite des courriers. Alan Walker pour les UE sur Cena, je suis d'accord avec Rabi, il n'y a qu'à voir son retour à Raw, le public le eut, mais c'est quasiment une acclamation.
Très bien. Un nom mais japonais ou chinois, donc je ne sais pas. Je Ouais. ne parle pas ni japonais ni chinois. Mauvais jeu de mots avec Owen Hart, mais bon Ouais. travail quand même. Oui, pas bien ça. Désolé. Anaconda, putain, je suis fatigué, hein. Anaconda Vice, très bonne vidéo, toujours un plaisir de vous écouter. Alan Walker qui nous réécrit en disant étant jeune, j'étais un gros hater de Cena, mais en vieillissant, je me suis rendu compte qu'il tenait son rôle à merveille, voire le meilleur babyface de ces dernières années dans tout le monde du catch. Diesel 57, je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit, mais je souhaite donner mon avis sur pourquoi Cena a marché. Selon moi, Cena a toujours su impressionner en se renouvelant. Quand Rabbi dit qu'il doit tourner face après. Alors, il, sûrement. Après Michaels en 2007, il se blesse et crée la surprise en venant très tôt en 2008. Ensuite, si je me plante pas, arrive la rivalité avec Edge. C'était avant, qui lui donne une autre image, de plus en plus Superman, qui lui nuit le plus, ça c'est vrai. Et ce, jusqu'à 2010. Dès 2011, il se surpasse pour être à la hauteur de ses adversaires, Rock, Morrison, Punk, Del Rio. Après cette période, on voit que le gars s'est vraiment fait plaisir, nouveaux moves, et il cherche en plus à mettre les nouveaux over, même s'il gagne souvent Bryan, Wyatt, Rusev, Owens. Il donne un tout autre nom à la lutte par son attitude vraie. Et c'est comme ça que Cena arrive à être multigénération. Si l'on continue comme ça, je vous adore et recommande à tous mes contacts, même hors fan de catch. Victor Soulier. Edge était niveau polyvalence face heel le meilleur des 10 dernières années. Pour PS, Marc continue à me vanner. Est-ce que Edge était le meilleur Non, je dirais du pas tout. ça. Non. Non plus. Il y a peur de très loin. Non. Non. Là, tout de suite, le meilleur, là, je sais pas. Punk. Dans les T'as dernières années. Punk, t'avais Bryan qui était un excellent heel aussi, on oublie quand même, mais c'était un très bon heel. J'ai mis une pièce sur Rollins pour l'avenir là-dessus quand même. Rollins, oui, ça pourrait le faire, mais non, Edge, il était assez fade en face. Ah ouais. En face, il était fade et puis son style de catch sur la fin, là, sur les 5 dernières années, c'était. On se faisait chier quoi. Ouais, c'était Pas pas stiff fin, quoi, ouais, pas sloppy, feignant. Ouais, Christian Emmett était plus Feud avec Orton extraordinaire. Ouais. Katamen, pour moi le pire face c'est Randy en 2011 parce que d'où il brise l'espoir de Christian. Bon, je suis un marque de Christian, mais merde, et que c'est Christian qui devient il incompréhensible. En tout cas, émission géniale. Emilien Bartoli, bonne émission, bien qu'un peu plus décousue que d'habitude sur la forme, et idée que j'aimerais voir développer dans une prochaine émission. L'histoire des différentes stipulations de match, notamment le fait que Vince McMahon aime réécrire l'histoire et donner la paternité à la WWE de choses qui se faisaient déjà ailleurs, comme le ladder match, Iron Man match, Triple Threat, ETC. ETC, oui, le ETC qui est ma stipulation préférée. Ouais, avec les TLC, le ETC aussi. C'est pas mal. Voilà, c'est tout pour l'émission de la Et semaine sur dernière. Facebook, on avait aussi un message privé de Pivi Red, il me Oui, semble, les messages et il y a privés, 2-3 oui, trucs. ils sont plus bas, mais c'était, voilà, c'est là. Ouais. C'était sur autre chose, voilà. Donc, on a Wilfried Cholet pour le FHCA sur le titre intercontinental. J'aimerais savoir, selon vous, pourquoi ce titre est-il si prestigieux et d'où ce dernier tire son importance. À cela, je mets en contradiction le titre US qui, à la différence du titre intercontinental, peine à être considéré comme sérieux. Le US Title Shot de WrestleMania 32 en est la preuve. On va y venir dans l'émission. Gwen Hougen qui nous envoie un message en disant bien le bonjour, je me permets de vous envoyer ce modeste message que je viens de découvrir il y a peu et grâce au cahier du catch, votre chaîne YouTube. Venant de manquiller vos émissions fort intéressantes, il ne m'en restait 3 et je garde Bret Hart pour la fin, je tenais à vous remercier pour le plaisir que vous m'avez procuré tant que je dessinais. Eh bien, merci beaucoup à Gwen qui nous envoyait également un lien avec une création de sa part graphique sur le catch et le cirque. C'est très 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 bien, merci à lui. Oui, c'est En tout cas. bien intéressant. PV Red, et les gars, super podcast comme toujours, le jingle Facebook est juste fabuleux, bravo Rabi. C'est vrai. Petite précision sur votre dernière émission que je suis en train d'écouter, André le Géant vient de Grenoble dans son personnage, mais il vivait près de la Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne, ville communiste s'il en est. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Exactement, de Coulommiers. Excellente émission comme toujours, j'attends grave la suite, à bientôt. Alors on lira vos réactions quant au sujet de l'émission un peu plus tard dans l'émission qui était Mais on le lira, hein. qui étaient vos champions Ah intercontinentaux préférés, à moins que Marc on le fasse maintenant, mais tu lis Bon. pas les messages en entier, tu dis juste le choix des gens. Ouais. Hein De toute façon, et franchement, il reste plus grand chose dans les messages. Ouais.
On a Romain Attard dans la catégorie de derrière les fagots, pour les champions intercontinentaux Oui, absolument. favoris. Hein. Voilà, donc dans la catégorie de derrière les fagots, je mettrai Ken Shamrock, dont je trouvais le style terriblement rafraîchissant dans la WWF de l'époque. Puis dans la catégorie de derrière les fagots, Pat Patterson et Billy Gunn, il me semble être des évidences. Tonio Di Falco, il me semble évident que le plus grand champion intercontinental de l'histoire de la WWF est Dean Douglas. Quel règne! Règne le plus court ever. François Bertotti, gros respect en son temps pour Shelty B, un très bon champion qui aurait mérité un meilleur traitement ensuite au vu de son talent. Sinon, j'ai beaucoup aimé les règnes récents de Kevin Owens et The Miz, qui, je trouve, ont redonné un petit coup de prestige au titre avec de très bons matchs et segments. Kenny Parkinson, pour ma part, dans les champions intercontinentaux préférés. Il y a premièrement Jeff Jarrett à ce propos. Son match face à Razor Ramon au Rumble 95 est pour moi l'un des meilleurs de sa carrière, d'autant plus que cet affrontement-ci est construit de façon originale à mon sens. J'ai également beaucoup aimé RVD en 2002, sa belle rivalité avec Eddie Guerrero culminant dans un ladder match épique. En parlant de match, je me souviens aussi qu'il avait unifié la ceinture intercontinentale avec le titre européen en défaisant Jeff Hardy dans ce type de match. J'aime aussi grandement Chris Benoit et Chris Jericho. Tout le monde se souvient de leur rivalité pour le titre durant l'année 2000. Après quoi, désolé pour le manque d'originalité, mais j'apprécie également les règnes de Bret the Hitman Hart, Owen Hart et Mr. Perfect Hart. T'excuses pas, hein, c'est normal, c'était très cool. C'était Nelson super. Pereira, je kiffais Orton, un truc de ouf en 2003-2004. Il avait la classe, la défense contre folie à Backlash, putain. Thomas Ricci, Shelton Benjamin était cool comme champion et plus récemment Cody Rhodes ou encore Kevin Owens ont honoré la ceinture. Laurent Bremont, pour moi, le titre intercontinental est associé à deux noms, Razor Ramon et Chris Jericho. Le premier cité avait une clash folle et plusieurs matchs mémorables. Le deuxième détient le record du nombre de règnes. Certes, ils ne sont pas tous marquants, mais c'était tout de même gage de match de bonne qualité la majeure partie du temps dans les champions plus récents. J'ai bien aimé les règnes de Cody Rhodes, Diego Amore, Ziggler et Michaels. Jean-Christophe Paré qui nous dit, par ordre de préférence, Cody Rhodes, le gimmick Hung Dashing reste une merveille du boulot, c'était génial. John Morrison, Shelton Benjamin, Razor Ramon et Triple H. Voilà, ce n'est que mon avis. Après, j'ai certains regrets pour Owens pour la période actuelle. Je vous souhaite un bon enregistrement ainsi qu'un très bon euro à Rabi, merci. Bon courage les gars, continuez de nous émerveiller, on pardonnera les retards sans problème. Thibaut Gabriel, pour moi les trois plus grands champions intercontinentaux sont Hey yo, Razor Ramon le passé, Chris Jericho plus ou moins le présent, et Kevin Owens le futur, trois grands champions. Et enfin, je connaissais pas celui-là, Alex Luger qui nous dit RDV. Tu connais Rendez-vous. Voilà. Et sur Twitter, on en a 4 là sur Twitter. Jack Jones qui nous dit le dernier vrai bon règne intercontinental a été Orton version Legend Killer en 2003-2004. La période où la ceinture IC a été la mieux mise en valeur est la New Generation, Bret Hart, Bulldog, HBK, Razor Ramon. Anthony qui nous dit Chris Jericho et Mr. Perfect. ST Sébastien qui nous dit Shelty B. Et on nous demande Anthony nous demande qui est en meilleur champion intercontinental, Jericho, Anki Tonkman à notre meilleure période, pourquoi? Et aussi, il y a des gens qui veulent Rabi Mentor sur Twitter. Oui, bah oui, alors ça, il faut aller, Rabi, tu t'entends marquer. J'aimerais bien, moi aussi, de temps en temps, échanger avec Christophe. Oui, ben moi aussi, hein, mais moi je le connais. Tu le connais plutôt bien. Voilà. Merci Marc, on a réussi à tout faire les mails cette semaine. À fini. À tout fini. À tout fini. À tout fini. Merci à tous de nous répondre en masse. On aime beaucoup cette fini pour partie. L'émission. Salut. Je vais me coucher. On aime beaucoup cette première partie d'émission toutes les semaines. La fabuleuse histoire du catch américain, c'est tous les 15 jours. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @FHCA Podcast ou #FHCA. Vous pouvez également, comme vous venez de le voir, commenter sur YouTube, même sur Mixcloud si l'envie vous prend à ce sujet. Nous sommes dimanche, je sais plus combien. Nous sommes le dimanche 12 juin et nous mettrons cette émission en ligne sur Mixcloud demain, lundi et mardi sur YouTube. On va parler du championnat intercontinental de la WWE. Alors bien entendu, ça c'est le titre officiel parce que maintenant c'est WWE et ça inclura évidemment la WWF et la WWF au tout début. Alors, par où commencer? Je me suis posé une question, j'ai fait une liste des matchs que je préférais pour le championnat intercontinental, mon Rabi. Je vois cette liste et je me dis depuis... Alors, je sais pas si on va compter le ladder match, le ladder match de WrestleMania 31 avec Brian, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un match cultissime pour le championnat intercontinental? Parce que là, j'ai une liste, je me suis arrêté en 2004 avec Orton Foley. Bah, il y a dû en avoir.
mais je m'en rappelle plus. Bah ouais, mais Donc ils sont justement, pas si mémorables que ils ça. sont peut-être Ouais, pas ouais. si cultissimes que ça. Bah, il y a eu des bons avec Shelton Benjamin, avec Carlito, il y a dû en avoir des bons. Si Morrison. personne Mais n'a culte, dit, là Carlito. on est dans le Culte, non. là on est dans le cadre des Bret Hart Perfect de SummerSlam Non, 91, de Michael Smarty Hara, Steamboat Savage, Horton Foley, HBK Razor, Wembley aussi, SummerSlam 92, Bret Hart Bulldog. Ça fait quand même sacrément longtemps. J'ai même mis Triple H contre The Rock au SummerSlam 98 qui à l'époque, pour l'époque, alors je crois qu'il a un peu vieilli le match, mais pour l'époque c'était quelque chose, comme Benoit Jericho Rumble de 2001. Incroyable. Ça, putain, oui. Ça, c'est. Voilà, j'ai fait la petite liste là que je viens de vous citer de matchs absolument à voir. J'essaierai de la mettre sur la playlist YouTube, en haut à droite de la vidéo si vous regardez sur YouTube. Peut-être qu'on oublie quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Je suis en train de me refaire là, les champions. Il y a en effet Morrison doit y avoir un truc sympa avec Morrison quand même. Quelque Ah, part, pas un truc à SmackDown avec contre Mysterio, un truc comme ça. t'as les Jericho Mysterio pour le c'est titre bien, hein. intercontinental. Ouais. Là, par contre, oui, non, t'avais une super série de matchs. Il y a celui que je 2009. préférais, c'est celui où Jericho enlève le masque de Mysterio pour le finish sur le 619. C'était un finish incroyable. Oui, et puis ils ont eu du mal à le faire passer. McMahon, il en voulait pas du tout. Au Ah ouais début, il était mais vous allez vous planter. Et c'est dur, hein, parce que. Et ils l'ont fait, ils se sont entraînés plusieurs fois, ils ont réussi à le faire. Et pendant le match, il a dit Jericho, je me chiais dessus quoi. Parce qu'après le match où t'as les doigts qui suent, Ouais, c'est ça. t'as les doigts qui glissent et tu fais oh putain. Et ils le réussissent, mais à la perfection quoi. Mysterio arrive à ralentir ce 619, mais ça passe très très bien. En Ouais, plus, non, il se c'est- prend la jambe pour se freiner dans la deuxième corde et c'est hyper bien exécuté. Donc, tout ça pour dire que ça fait très longtemps que le championnat intercontinental n'a pas fait parler de lui. Hein, Mais 2009, là justement, un peu, quand t'as Jericho et Mysterio qui se battent pour un titre comme ça allait. Mais au final, il est devenu. Comme la plupart, de toute façon, des titres aujourd'hui, ils sont devenus accessoires. Avant, c'était toi qui faisais le titre. Aujourd'hui, j'espère que c'est le titre qui va faire, les gars. Jericho et Mysterio, quand ils se battaient autour du titre intercontinental, le titre était secondaire en fait. Ils se battaient pour avoir son masque et pour être un bully, voilà. Jericho, il voulait juste faire chier Mysterio, quoi. Mais le titre intercontinental était pas. C'est vrai que primordial dans l'histoire. C'est vrai que tu vois Kevin Owens, par exemple, lui, il dit qu'il veut le titre intercontinental. Ouais, ça, c'est c'est voilà, The Miz, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Lui aussi, voilà, il veut être champion. Et malgré tout, Ryder à WrestleMania 32, ouais. qui fait de la com donc sur les 24 heures qu'il y a en tant que champion, où il dit c'était mon rêve. Il y avait Razor Ramon qui avait posé avec lui quand il était gamin ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Il voulait le titre intercontinental, c'est des choses qui sont chouettes quoi. Ça, c'est vrai on a l'impression que parfois il y a des volontés de vouloir remettre les titres sur la carte. Et comme ils ont fait avec Brian à 31, pardon. Ouais. Malheureusement, ça c'est la vie, hein, les accidents du catch qui font que Brian n'a pas pu défendre ce championnat beaucoup. Dommage, ça aurait été super. Hein. Cena et Bryan en champion US Ah ouais. et intercontinental, c'était sur le coup, c'était une super idée. Moi, je pense qu'il n'y a pas de place pour les deux ceintures. Quand tu connais l'histoire, parce que l'histoire du titre US, Avec le brand split, oui, mais depuis qu'il n'y a plus le brand split. parce que le titre US, il a une histoire extraordinaire quand même aussi. On n'est chaque- pas là pour en parler, mais. Ouais, à chaque fois, Harley Race, Steve Ouais. Austin, Steamboat. Non, je crois pas. Steamboat, Je crois pas Steamboat. Flair, elle a été Flair, aussi. Mais le truc, c'est que le titre US, il a quand même une certaine valeur à une époque. Oui, au niveau. Juste après le brand split, je dirais que Benoit MVP, tout ça, c'était quand même vachement bien. Ce qu'ils ont fait avec le titre US, mais la WWE, ça n'a pas été super exploité. JBL en a fait quelque chose d'à peu près décent aussi. Bon, peu importe. Ouais, Le titre US, on n'est pas là pour en titre parler. Ce qui est intéressant à propos du titre intercontinental, c'est que il a une histoire condensée, super riche, alors que c'est un titre très jeune. C'est 1979, c'est un titre quand même qui est très récent, le championnat intercontinental. Ouais. Et il y a eu pas énormément de champions finalement quand il pense. Et je crois que là où il y a le plus de changements de titres aberrants, c'était pendant les Ratitudes. Oui, C'est évidemment quand tu vois que le Road Dogg a été champion, juste avant Ahmed Johnson et tout. Bon. On va passer très vite là-dessus, on va pas forcément évoquer des gens comme Albert, on va pas forcément évoquer Ezekiel Jackson. J'avais oublié qu'il avait été champion Ezekiel Jackson, intercontinental. champion intercontinental, c'est Rhodes qui lui prend le titre, justement. et Dieu merci. Dieu merci. Et une histoire rigolote, hein, le championnat intercontinental. En 79, Pat Patterson est champion WWF nord-américain et ils inventent un tournoi à Rio de Janeiro qui n'a jamais eu lieu. En disant Pat Patterson a remporté un tournoi contre Johnny Rhodes en finale. Il est champion sud-américain maintenant, donc on va unifier et faire le titre intercontinental. Il a été créé sur du vent, le titre intercontinental. Ce tournoi n'a jamais eu lieu à Rio de Janeiro. Hein. Tout le monde dit Pat Patterson,
79, Rio de Janeiro, premier championnat, ça n'est jamais arrivé. Ils lui ont juste donné la ceinture, ils ont créé un nouveau championnat. C'est hyper bien. c'est quand même un truc de fou, quoi. Tu peux plus faire ça aujourd'hui avec Internet. Ah non. Ouais. C'est clair, à l'époque, t'es à New York, t'en sais rien, quoi. Ils te disent un truc, bah tu le prends. Il avait des super t-shirts après, quand c'était un Stooge. Ouais. Et Rio de Janeiro 79, il arrivait toujours avec ça, Patterson, et c'était chouette. Et donc Patterson qui avait pris le titre nord-américain à Ted DiBiase d'ailleurs à l'époque. Et Pat Patterson donc, qui va être le premier champion intercontinental de la WWF avant d'être battu par Ken Patera. Alors il y a des champions quand même qui sont marquants, qu'on fait ce championnat. Ken Patera notamment. Ken qui était un gros heel, Ken Patera. On va faire ça par catcher peut-être. Oui, ce sera plus simple. Ce serait le mieux. Le plus évident, c'est Mr. Perfect, je pense, qui revient le plus souvent dans les commentaires. Alors, Bret Hart, dans son bouquin, en parle très bien du championnat intercontinental. Il dit qu'il était super content de l'avoir, ce titre, parce qu'à une époque, le championnat intercontinental était celui qu'on décernait à ce que Bret appelle les workhorses. Donc, littéralement en français, ça veut dire les chevaux de course. C'est-à-dire ceux qui work à fond, qui sont dans le ring extraordinaire. Et il y a l'âge d'or avec qui va de Tito Santana à, je vais dire, Razor. À Razor. Et encore Razor, ça commence. Oui, ça s'arrête à Razor. Ouais. Pour moi, ça s'arrête à Razor qui va incarner le championnat intercontinental d'une autre manière, plus grâce à son star power en fait, qu'autre chose. On va plutôt commencer par Tito, qui est le premier workhorse à être champion intercontinental. Et c'est ça réellement sa feud avec Greg Valentine en 84-85 qui va mettre le championnat intercontinental devant les yeux des gens. Ils en ont fait des choses super, une grosse feud, et c'est les premiers qui amènent le championnat intercontinental au main event de House Show, et ça à l'époque ça a son importance. Oui, et puis c'est aussi, bon, ça arrive en main event de House Show parce que Hogan, lui, il voulait rentrer plus tôt pour avoir le room service. Ce qui est vrai, en plus, c'est pas des conneries. Je sais pas si je l'avais pas dit dans une ancienne émission, je m'étais toujours demandé pourquoi sur les House Show comme ça. À une époque, je sais qu'il y avait les Rockers contre les Brandbusters qui étaient en main event de vachement de House Show. Quoi. Et t'avais Hogan en 3, quoi, un truc comme ça. Je comprends pas, quoi. D'où Hogan il est en 3 pour rentrer à la maison, hop là, pour pouvoir manger à l'hôtel. C'est incroyable. Hein. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais ça après, tient à des choses comme ça. Mais cela dit, et par contre, il fallait quand même mettre des gens en main event qui tiennent la route. Que les fans, en effet, soient contents, quelle que soit la raison au final. Et en effet, ouais, Tito, déjà, gros face. Énorme face. Et puis sur une démographie qui est hyper importante aux États-Unis. En plus, les Hispanos, dans le nord-est, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est surtout les Italiens. Là, t'as Tito qui ramène une autre démographie. Et puis en plus, dans le ring, moi, c'est un de mes préférés quand j'étais gamin. Tito Santana, c'était. Quand il est devenu El Matador, ça m'a brisé le cœur. Mais de toute façon, ça a brisé tout le monde. C'était terrible. Mais Tito Santana, super quoi. Excellent. Quel grand catcheur, Tito Santana. On n'a pas l'occasion beaucoup d'en parler dans la fabuleuse histoire, mais je suis content qu'on évoque son travail d'orfèvre. On l'a oublié dans les plus grands babyface aussi, Tito Santana. Ah oui. Alors ça, c'est un oubli terrible. Tito Santana, un catcheur incroyable. Et la feud contre Valentine, qui était lui, par contre, un heel extraordinaire. Après, on s'est rendu compte il y a quelques mois que dans la vraie vie, c'était quand même un sacré heel aussi, quand il a eu des propos très misogynes sur la division féminine de la WWE. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle ferait mieux à faire les sandwichs. En gros, je fais un raccourci rapide. Je sais même pas s'il le dit pas d'ailleurs, mais en gros, ça sert à rien. C'est des gonzesses, elles ont pas de star power, qu'elles fassent la cuisine. Voilà, en gros, ça part en Et ça m'étonne moyen parce que quand je vois la feud de Valentine, je sais pas s'il était champion à l'époque intercontinental, mais quand il avait une feud contre Junkyard Dog, où voilà, c'était assez limite quoi, ces promos. Après, il y avait beaucoup de choses à l'époque qui étaient super limites et qui passeraient plus, comme beaucoup de choses à la télé française, qui aujourd'hui, nous on les voit, ça peut toujours nous faire rire, mais tu mets même les inconnus aujourd'hui à la télé, il y a beaucoup de leurs sketchs. Les nuls aussi, les nuls. Les nuls, ça ne passe plus. Et à l'époque, oui, tu avais plus de facilité, je pense, à faire des promos racistes, à travailler là-dessus. Là aujourd'hui, bon, ils font les promos racistes d'Ab2B toujours, mais ils jouent sur juste les étrangers en fait, c'est les Américains les faces quoi. Donc en fait c'est du gros racisme aussi, mais pas pour eux. Ça c'est nous quand on regarde en fait là Rousseff, en fait il est russe, il est bulgare. Voilà, le mec est il parce qu'il est bulgare. Bon.
Bon, ben d'accord, ok, c'est Et bien les gars. tu vois la limite aussi, à l'époque, ils ont diffusé une image de Poutine, là, quand ils mettaient Ouais. Poutine à fond, ça fait un scandale Non, mais il n'y a pas idée de faire Ouais, ça. non, c'est quand même vraiment de la provoque pour rien, quoi. Ça, c'est Vince McMahon, là, par contre, tu le sais, ça. La guerre du Golfe, Poutine, t'es là, tu fais ouais, c'est bon, c'est le même truc. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, en parlant quand même que les fans américains sont un peu cons parfois, je sais pas si t'as vu ce truc sur Twitter où t'as Kevin Owens qui arrive à un show, et il est filmé pendant qu'il dit ça, il affronte sa misaine, il dit je vais faire chanter USA aux gens, quoi. Ouais, ok. Et pendant le match, t'entends la foule qui est. C'est des petites vidéos de 10 secondes comme ça. Et toi, les gens ici sont tellement cons, je sais pas le nom de la ville, ils sont tellement cons, je vais leur faire chanter USA, alors j'affronte Sami Zayn et qu'on est tous les deux canadiens. Tu vas voir. Et t'as une vidéo de 15 secondes après où tu les entends faire USA et t'as Owens qui est là, je t'avais pas dit non. Je suis énorme. Et en effet, t'as ces cons qui ont USA. Alors que bon, Ouais. t'as deux Québécois. Pour la deuxième fois, cette émission, petit aparté, Kevin Owens extraordinaire. C'est le seul catcheur aujourd'hui. Ça peut rentrer parce qu'il est dans la Intercontinental Title Picture. C'est le seul catcheur qui sait gérer le KFL à ce point. Il est formidable. Il y a une controverse sur lui récemment où il a descendu un resto sur Twitter. Le mec a répondu, il l'a redéfoncé après, il l'a bloqué de Twitter. Enfin, génial. Tito Santana, voilà, on vous encourage. J'ai essayé de trouver des vidéos de Tito Santana dans le cadre de ses 2 règnes de champion intercontinental à la WWF. Savage au Boston Garden, je crois, ouais. un truc comme ça, où c'est Savage qui prend le titre. Et c'est pas mal, hein. Et- C'est pas super fou, mais c'est vraiment pas mal. Et contre Perfect, C'est ce aussi, que je j'allais crois. dire. Voilà, c'est ça. Hein. Tito Santana qui va être impliqué dans le cadre du titre intercontinental longtemps parce que Perfect lui prend une ceinture ou gagne un tournoi contre lui après que le Warrior est rendu vacant. C'est ça, je pense. Parce que je crois que ça fait Warrior puis Perfect, Tito, il y a Kerry Von Erich, enfin je sais plus comment exactement l'histoire du truc, mais Tito Santana jusqu'à 90, hein, qui sera de 84-90 toujours en contention pour le championnat intercontinental après Strike Force aussi au milieu avec Martel, mais non pas Strike Force, si c'est ça, Strike Si, Force si, hein, c'est avec Strike Force. Martel. Et Après, je crois qu'il gagne plus quand même. À partir du moment où il perd contre Savage, il le retrouve plus. Hein. non, il le retouche plus. Voilà, c'est ça. Il est dans la finale du tournoi après le Warrior. Il perd C'est ça. contre Perfect. Contre Perfect. Et il y a eu un show, je sais pas ce qu'il va y avoir des Perfect Tito, mais après il touche plus. Ouais, donc Tito Santana, incroyable. Avant, il y a eu Pedro Morales rapidement. Il y a une date importante dans l'histoire du monde entier. C'est le 8 décembre 1980. Il se passe 2 choses. Et c'est la première fois que le titre intercontinental aura une pertinence au-delà de son championnat lui-même. C'est que le 8 décembre 80, c'est l'assassinat de John Lennon. Et aussi Pedro Morales qui devient champion intercontinental et qui devient le premier champion Triple Crown de l'histoire de la WWE grâce à cette victoire du titre intercontinental finalement. Est-ce que tu crois que les deux sont liés? Je pense que les deux sont liés. Je me demande si c'est pas Pedro Morales qui a tué John Lennon d'ailleurs. Ou est-ce que c'est pas Chapman qui aimait pas Pedro Morales, dégoûté, il tue Lennon? Non, je sais pas. Pedro Morales, encore, c'est à peu près la même démographie en plus hein, que Ah Tito oui, oui, Santana. oui. Gros face en feud après avec Don Muraco. Gros hispano. Gros hispano, ça marche très bien pour Morales, un des plus grands champions de l'histoire du catch américain. On n'a pas beaucoup parlé de ça parce que c'est quand même un peu plus vieux et il y a un peu moins de choses à dire dans la mesure où. Et on n'a pas connu en plus, spécialement, enfin, Voilà. à l'époque. Comme, voilà. Et on n'a pas connu, et en plus de ça, il y a moins de choses à documenter parce qu'il y a beaucoup moins de matchs hein, à l'époque. Mais c'est de la house show, c'est de la house show. le business du catch ne fonctionne que sur les house shows à l'époque. La télé, c'est encore complètement accessoire. Enfin, en tout cas, au niveau du pognon, ils se basent tout là-dessus. Donc, ouais. On disait le titre intercontinental, le championnat des gros workers. Il y a un âge d'or quand même hein, du titre intercontinental. Hein. C'est 90-95, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Warrior. Le Warrior, le gros workhorse. c'est le gros. Alors lui, c'est l'exception qui confirme la règle, là, sur le coup. Mais moi, l'âge d'or, ouais, je dirais ça. Même à partir même 87, hein, quand même. T'as Savage, qui perd contre Steamboat, qui perd contre Anki, qui perd contre Warrior, d'accord. Mais bon, Warrior était tellement over que bon, même si, voilà, il est pas là-dedans. Il perd contre Rick Rude, c'est ça? Ouais, Rick Rude, puis Warrior. Rick Rude, Warrior. Warrior et vacant. Et voilà, vacant et perfect. Et ouais, je pense que on peut partir à partir de Savage, c'est 86, je crois, Ouais, Savage. c'est ça. Voilà. 86 ou 87. Non, 86. 86, ouais. 86, Savage. Et j'ai perdu 85. mon. Ah oui, non, alors la vraie exception qui confirme la règle, la première, c'est Donkey Tonkman en fait. Qui est pas un bon worker. Oui. Qui est extrêmement charismatique. Et ce qu'il faisait Donkey Tonkman, alors on dit que c'est le plus grand champion. Ça, c'est la com hein, de lui, hein, intercontinental de tous les temps. 454 jours d'affilée, c'est le c'est plus cool. gros règne de championnat intercontinental. Ça, c'était quelque chose.
Et c'est un mec qui catchait un peu comme Ric Flair, avec encore plus de... enfin, moins bon, beaucoup moins bon, mais c'était le champion heel parfait, Honky Tonk Man, quelque part. Lâche, tricheur, qui a gardé son titre pendant 454 jours parce qu'il se faisait disqualifier, parce qu'il perdait par des comptes extérieurs. Il gagnait avec le pied, je crois il bat Steamboat avec un petit paquet plus la main dans les cordes. Il retient la première corde. D'ailleurs, il prend le titre à Steamboat, on en a parlé la dernière fois dans les Babyface, parce que Steamboat s'est fâché avec la WWE, parce qu'il voulait prendre des congés pour avoir son fils ou je sais pas quoi, et Vince McMahon a fait les bisous. Et ce qui lui profitera après, parce qu'il viendra champion NWA en 89, mais Honky Tonk Man, ce qui faisait de lui un très grand champion, c'est que c'était un champion battable. Oui, mais comme The Miz peut l'être aujourd'hui. Ouais. C'est un très bon champion. Là, en ce moment, le titre intercontinental est très intéressant chez WWE. Et c'est vrai que c'est important quand t'es heel de pas être trop dominant parce que c'est ce qui t'aide à rester heel. Sinon, quand t'es trop dominant, après, tu deviens une Brock Lesnar. Ouais, Voilà. c'est ça. Et au final, les gens, ils sont là, mais en fait, il est trop cool parce qu'il est trop fort. Honky, à aucun moment, tu peux dire, il aurait même affronté Dwayne Gill ou le Brooklyn Brawler, il était en danger, quoi. Le mec était tout le temps en danger, donc tout le monde voulait le voir perdre, mais en fait, bon, ça prendra 20 secondes avec le Warrior. Ouais. Mais Et apparemment, Honky Tonk Man était très cool avec ça, sur que le Warrior vienne le battre en 20 secondes. Mais ça doit être chouette, t'as déjà été champion pendant 1 an et demi, tu mets over le Warrior, tu sers à ça, le Warrior en même temps il était hot, et il était en train de battre André en show, donc je suppose que Honky peut jobber aussi, si André job, bon ça va. Honky Tonk Man qui est pas un personnage extrêmement agréable quand tu le vois en shoot interview, mais c'est un catcheur très intelligent, le Honky Tonk Man. Bon, après c'est la famille, Lawler était pareil, son cousin. Ouais, il est marrant. Il est marrant, mais après, il a un melon, je crois, qui dépasse l'entendement. Hein. Après, c'est pour beaucoup de old-timers comme ça, de toute façon, c'est vrai. Quand tu viens leur dire que c'est fake, c'était qui? C'était, merde, comment il s'appelle? Matt Bourne, qui s'était embrouillé avec Nash parce qu'il avait entendu une fois Nash dire dans une interview que c'était fake. En fait, le catch, c'était quand même fake, quoi. Et Matt Bourne, il était non. C'était un tendu, gros tendu, c'est dingue, c'est ça? Ouais, c'est dingue, quoi. Il était, d'où c'est fake? Tu vas me dire que ce que je fais pour gagner mon pain, là, c'est fake? Parce que maintenant, on voit ça comme un business. Eux, à l'époque, c'était en effet leur vie, quoi. Et je pense que Honky, pour les gens comme ça leur est un peu monté trop... Là, tu le vois, il a combien? Il a 65 ans, il est toujours... Il est toujours le gimmick. Il a toujours la banane. C'est ça fait 30... Quelque part, ça fait peur. Ça fait soit pitié, soit peur. C'est un des deux. Hein. Ça fait 35 ans, mec. Il a fait quoi dans les 25 dernières années, en fait? Il a managé Billy Gunn. Il a fait le Rumble 2001. C'est ce que j'allais dire, en fait, ça s'arrête là, quoi. Depuis 15 ans, il a rien fait, et pourtant, tu le vois toujours en shoot interview, et que c'est... Bon, bref. C'est bizarre. Donc... officiellement, le plus grand champion intercontinental de tous les temps, le Honky Tonk Man, est-ce que c'est le plus grand champion intercontinental de tous les temps, officieusement? Peut-être. Enfin, il en fait partie, mais c'est pas... Si on est objectif. Ouais. Pas ton préféré. Ouais, peut-être, oui, voilà. Sinon, subjectif, c'est sûrement pas lui. Objectivement, oui, parce que c'est celui qui a le plus long règne, donc au final, tu te dis, si c'est lui qui l'a eu le plus longtemps d'un coup, ça doit être lui le meilleur. Et il l'a rendu, il l'a magnifié, quand le Warrior gagne le titre intercontinental, c'est big deal quand même. Ah oui, non, c'est franchement, c'est huge. Et ça m'amène à mon... voilà, le Warrior, c'est peut-être celui qui a le plus bénéficié sur le papier de championnat intercontinental, parce que ça l'a propulsé dans les main events, et il va se retrouver face à Hogan quelques temps après, à défendre le championnat intercontinental dans le main event de WrestleMania, quand même, quand il pense. Le championnat intercontinental, est-ce que ça a toujours été, est-ce que c'est censé être un stepping stone, un tremplin vers le main event? Non. Ça dépend, ça dépend qui. Tu vois, par exemple, The Miz, non. Mais c'est un très bon champion intercontinental. Mais bon, peut-être parce qu'on l'a déjà vu dans le main event et qu'on sait qu'au final, c'est pas... Bon, voilà. Kevin Owens, oui, par exemple. Tu vois, Mr. Perfect, il aurait... Si, parce que lui, au final, il l'a eu en plus son main event avec Hogan quand il a sa fuel en 90 ou je sais plus quand exactement. Donc voilà, mais après, non, il y en a certains, de British Bulldog, par exemple, je l'aurais jamais vu en main event. Razor, on a dit la dernière fois que ça aurait pu, mais moi, ça me dérange pas qu'il ait jamais été en main event, tu vois. Marty, ça aurait été un super champion intercontinental, mais pas plus. Ezekiel Jackson.
Ouais, le titre hardcore. Texas Tornado. Je pensais à Texas Tornado. Texas Tornado, Ouais. excellent. Non, lui, il aurait pu être dans le main event, je pense. Il aurait pu. Alors, Tellement charismatique, enfin pas à l'époque, parce que il était. il était le foutu, pauvre, ouais. voilà. Ouais, il était foutu. Mais. On n'a pas précisé là quand on a parlé des plus grands babyface, on a parlé d'Evon Eric, mais c'est vrai que le leader d'Evon Eric c'était quand même Kerry, c'était Texas Tornado et extrêmement populaire, charismatique dans le sud, c'était vraiment le héros. Moi, je sais jamais qui est. Il me semble que c'était pas lui spécialement le plus. Il y en a un autre. Il y a celui qui est, il y a celui qui est mort. celui qui est vivant, c'est Kevin. Je sais jamais. C'est Il y a David Von il y a Erich. David, c'est celui David, qui est c'est celui pieds qui est nus. mort au Japon. Non, c'est Non. c'est Kevin qui est vivant et qui est pieds nus. Je les confonds. Et c'est David Von Erich qui était qui était peut-être potentiellement choisi Les pour être Chosen champion One. Ah oui, oui. NWA à l'époque, Oui. qui est décédé d'une overdose, je crois, au Japon. Ça fait partie de la grosse tragédie des Von Erich. Après, c'est vrai qu'ils sont difficiles. Quand t'as pas suivi à l'époque et que t'es pas expert, tu confonds un petit peu. Ah oui, non, moi je les confonds tous. Mais après, ça c'est un problème que j'ai aussi dans plein de. C'est vrai que Butch et Luke, t'y arrives pas. Butch. Alors si, parce que maintenant j'ai compris, parce qu'en fait Butch, c'est Luke pour moi. Tu vois, c'est parce que pour Ok. moi Luke il a une tête de Butch en fait. Donc maintenant je sais que c'est l'inverse de ce que je crois. Tu vois. Butch, c'est celui qui arrivait pas à parler là au Hall of Fame, qui était pas en forme du tout. C'est celui là, qui est pas en forme, c'est Butch. C'est ça, mais, C'est ça. Mais pour moi non, c'est Luke. Et donc pas forcément un tremplin vers de meilleures choses. Hein. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Franchement, mais après ça peut être utile. Le Warrior, Mm. voilà, comme tu as dit, ça a marché pour lui. Brett, ça a super bien marché pour lui. Sean, je pense que c'est parce qu'il y en a eu une succession comme ça, où pour eux, en effet, c'était un tremplin. Plus ou moins de Tito à Razor, hein, finalement. Hein. Ça a été toujours cet âge-là. Ouais, Mm. ouais, voilà. Et Savage, hop, c'était Mm. un tremplin aussi. Mais après, voilà, pour d'autres, ben non. Il y en a qui sont... Et je pense qu'en plus, ceux pour qui c'est pas un tremplin sont peut-être... Enfin, peuvent être meilleurs en tant que champion intercontinental que ceux pour qui c'est un tremplin. Parler du mise, notamment. Hein. Ouais, c'est un pour très bon exemple. moi, lui, c'est vraiment un des meilleurs de récente mémoire alors, en ce moment. Et En ce là moment, où il est super, c'est qu'il a été mis dans un four-way, donc c'était Cesaro, Zayn, Owens, c'est lui, et le Miz. Donc il fait tâche quand même. Il fait tâche, Ouais. le Dark Horse, hein, un petit peu. C'est le champion, mais ça a l'air d'être celui qui a le moins de chances de gagner, et en effet, il se débrouille super bien. Et puis c'est bien booké qui gagne en plus. Ouais. Parce que personne n'en voulait. Bah, c'est Long Kid Tonkman. Hein. Ah Ça ouais, aurait été non, Long Kid Tonkman, ça super. aurait été pareil. Ouais, non, c'est super. Non, vraiment, c'était très bien. Dans les choses qui se sont passées après, tout ce qui est Bret, Perfect, non. Bret Hart et Oui. Perfect. Hein, Oui. Oui, c'est quand même, là, on touche le 5 étoiles. Le Oui, 5 oui, étoiles. oui, Norbert, ouais. On touche le match au SummerSlam 91 qui incarne, il y a deux matchs pour moi. Il y a Bret Bulldog peut-être à Wembley et Bret Perfect à SummerSlam. La différence, c'est que à Wembley, le Bulldog, il en fera pas grand-chose de cette victoire. Tandis qu'après SummerSlam, il sera Bret, il est lancé. Ouais. Bret a fait un paquet de matchs, notamment avec Perfect, pour le championnat intercontinental de ouf, quoi, mais extraordinaire. Il y en a deux comme ça, c'est quand même Bret et Shawn Michaels, quoi. Oui. Voilà. On y revient toujours, hein. On est Bah, marque qu'on est, mais... Mais je sais même pas si c'est vraiment être marque en fait. C'est qu'à un moment donné, quand tu connais le truc et que tu vois les choses, ben, c'était les deux meilleurs à l'époque. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient toujours les toucher, je pense, s'ils étaient. Si tu compares les deux trucs, vu qu'on en est toujours à dire. Regarde, ça fait 25 ans, on est toujours à dire, tiens, c'est le nouveau Bret Hart, le nouveau Shawn Michaels. On dit pas, c'est le nouveau Jericho. On dit pas des trucs comme ça. Jericho, c'était le nouveau Shawn Michaels. Mais Dolph Ziggler, c'est le nouveau Shawn Michaels, c'est pas le nouveau Jericho. Ouais. Toi, c'est ça, Ouais, c'est ouais. que tu en restes là parce que c'est les meilleurs, le nouveau Ric Flair. Tu en restes à ça parce qu'il y en a personne qui ont. Le seul, à la limite, c'est John Cena. Où tu peux dire, lui, c'est un nouveau Cena ou un truc comme ça, mais pour le reste, il y en a pas. À une époque, il y avait Orton aussi. Ouais, mais ouais. Lui, par contre, ça a été les dents de scie, c'est très bien remonté. Et là, son stock, il est descendu, mais le pauvre, sa chute contre Bryan, là, ça a été terrible. Ouais, c'était terrible. C'est un des pires mal tombé, champions, quoi. un des pires champions. Là, c'est vraiment du booking en plus. C'est pas lui. Tu peux rien faire. Bon, le cash-in est super après SummerSlam.
Oui, oui, oui. Bref, on n'est pas là pour Voilà. en parler. Non. Donc Bret Hart et Michaels qui vont incarner le côté workhorse du championnat intercontinental Ah, ça, mieux que putain. personne. Il y a eu un éclair de trucs comme ça avec Steamboat et Savage qui ont fait un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania, mais ceux qui vont le faire de manière super constante, c'est Bret et Michaels. On peut citer Bret Hart contre Kurt Hennig bien sûr au SummerSlam 91, Bret Hart Piper à WrestleMania 8, Bret Hart Bulldog à Wembley. Bret Hart, Shawn Michaels au Survivor Series 92. Ouais, le titre n'est pas en jeu, mais si, il est en jeu le non. titre. Ah non, le titre c'est vrai, intercontinental n'est pas en jeu. Mais il y a le champion Bon, intercontinental dedans. Il y a le champion intercontinental, puis Michaels, il y a les matchs contre Trésor qui sont, Les matchs contre extraordinaires, les Marty, matchs contre Marty. même contre Bob Backlund, j'ai vu des matchs, parce que voilà, Michaels, faut dire, j'ai regardé tout et rien. Et même un match contre Kamala, franchement, mais ça pouvait être fun. Quoi. Ouais, non, mais Kamala Mike- était fun de toute façon, j'aime bien Kamala. Oui, mais après, généralement, bon, les matchs de Kamala, C'est très vieux. À l'époque, c'était déjà vieux, quoi. C'était une terreur sur le circuit y a- américain, mais. il y a même, il me semble qu'il y a un Lumberjack match entre Michaels et Duggan. Ouais, Pourtant, c'est pas gagné aussi Duggan à l'époque, hein, ouais. parce que dans les années 80, il était vraiment super. ouais. Mais là, c'est 93 ou quelque chose comme ça, et c'est hyper fun. T'as la foule du Manhattan Center qui chante Sean is gay. Voilà, il est en Marcel et il s'est derrière encore, il s'est pas s'habiller le pauvre. Bon, bref, on va Et c'est pas à partir l'époque sur lui. où Hogan Mais était oui. champion, en effet, Hogan ou Warrior ou Slaughter, tout ça, et on parle de Bret et Perfect, puis après Michaels, et donc c'était vraiment le titre là où tu avais les meilleurs matchs, en fait. Ah oui, C'était, mais sans aucun doute, quoi. C'était attendu, quoi, championnat intercontinental, quoi. Ah, ben Quand oui, tu vois oui. qu'ils l'ont pas défendu à WrestleMania pendant je sais pas combien d'années, c'était tellement attendu, quoi, ce titre. Moi, quoi. c'était mon titre préféré quand Ah bah, j'étais gamin. je crois qu'on est tous là. hein. Voilà, hein, c'est moi le championnat intercontinental. Déjà, la ceinture est bien trop belle. Mm. Et pourtant, l'Eagle. Moi, enfin, ma la préférée, ceinture- ça reste la Eagle, la première. Moi, c'est la ceinture intercontinentale depuis toujours. J'adore quand c'est Cody Rhodes, je crois, qu'il a ramené. C'est ça. Ah, mais j'étais heureux, mais heureux, E-R-E, quoi. J'étais heureux, quoi. Et c'est Roger Rabbit, c'est bien. Oui, non, c'était quoi? C'était les meilleurs matchs de Oui, les championnat, meilleurs, oui, et ah que bah oui, c'était moi, super voilà. attendu. J'avais un parallèle en fait qui est hyper vrai. C'est pour moi le titre intercontinental chez WCW, c'était les Luchadors. Ouais, ok. Le titre pas moyen. Mm. Où t'avais le main event, voilà, t'avais les vieilles stars, les vieilles stars qui étaient chez WWF. En fait, t'avais Hogan en 91 et t'avais Hogan en 97. Ils trustaient toujours le main event, mais les gens venaient pour le Star Power pour ça. Mais ils savaient que le match duquel ils allaient se rappeler plus tard dans la soirée, c'était le match de Bret Hart. C'est le match de Perfect, c'est le match de Michaels, le match de Tito, le match de Steamboat. Voilà. Ouais. C'était ce match-là, mais par contre, c'est clair que bon, quand Hogan arrivait aussi, t'étais content. Quoi. C'était vraiment la récompense pour le meilleur catcheur du roster à l'époque. Oui. Oui. Ah oui, ça par contre, c'est certain. Mm. Le meilleur ou dans le cas de Warrior où tu fais, bon, le mec est bien trop populaire. Ouais, on et peut il lui pas- faut une ceinture. Ouais. il lui- on peut pas l'enlever à Hogan, c'est pas possible, mais il faut. Ouais. Bah, Warrior, c'est que c'est juste que ça allait trop loin en fait. Warrior. Ouais, c'est vrai qu'il était fait over. Ouais. Il y a pas à chier. Ah oui, ça a été un flop plutôt mémorable dans l'absolu. Mais il faut pas oublier que le mec était plus populaire presque qu'Hogan à une époque. Quand même. Qu'est-ce qui fait que Perfect incarne aux yeux des gens encore le champion intercontinental parfait finalement? Parce qu'il fait, je pense que c'est l'époque, si tu veux. On est tous des trentenaires comme ça où on a commencé à regarder le catch. Et ben c'était Perfect le champion intercontinental et donc on a grandi avec cette image quoi. Vu qu'en effet comme c'est je sais plus qui dit qu'on aurait dit que Scott Hall il était champion pendant 12 ans quoi. Mais quand t'es gamin Scott Hall on a l'impression qu'il a eu le titre pendant Il l'a eu 12 ans. pendant 4 pardon. J'ai pas le 400. Bon. Non, je l'ai pas. C'est Bon. 360, je crois. Un an. Bon, allez, combien 400 jours en gros, quoi. Il a accumulé, c'est énorme. Mm. Mais même des mecs comme Bret Hart ou Michaels qui ont eu des règnes plutôt conséquents. Mais moi aussi, j'ai eu l'impression que c'était des années, quoi. Ouais. Brett, c'est pas si loin son règne. Ouais, mais par contre, tu regardes CM Punk, qui a quand même eu le titre WWE pendant 440 jours, 50. 440. Est-ce qu'il te paraît si long que ça, son règne Mal, aujourd'hui finalement. Et Et pourtant, on le voit 2 heures par semaine, quoi. Ouais. Mais pour moi, il a pas eu un règne aussi marquant, par exemple, que Bret Hart a pu avoir du moment où il bat Piper et quand il perd contre Bulldog. Alors que je me rappelle même pas d'un match, ça se trouve, entre les deux. C'est WrestleMania, c'est SummerSlam, c'est 4 mois, c'est pas grand chose. Mais pour moi, ça a été tellement long quand il a perdu Bret. J'étais non. Moi, j'étais un peu content parce que j'aimais bien le Bulldog aussi. Ouais. Mais voilà, c'était vraiment oh putain. Alors qu'aujourd'hui, un règne de 4 mois, on fait non, ça en déconne. Ça en déconne quoi. C'est ça. Et c'est pour ça, Chris Jericho, par exemple, 9 règnes, 318 jours. Oui, mais ça, c'est les blagues de l'Attitude Era. Rappelle-toi, on était mort de rire quand on faisait des stats Ah oui. sur certains. Celle sur The Rock, elle est incroyable.
Ou sur The Rock, voilà, qui est Mick Foley, le pauvre aussi, quoi. Ah ouais. Et sur le règne, sur les titres hardcore, non mais c'est hilarant, les mecs, ils ont été champions 20 fois, ils ont 12 jours de règne, quoi. Enfin, j'exagère, hein. Ouais. Mais c'est pas des règnes, ça c'est de la merde. Donc Jericho, excellent champion intercontinental. Ah oui, très bon quand même, mais dans une période où ça avait rien à voir. Est-ce que on dit pas de lui que c'est un des meilleurs champions parce qu'il a toujours incarné le mec qui en main event a pas pu deliver, que ce soit pour des questions de booking ou parce qu'il était moins crédible que d'autres, et que finalement c'est celui qui était le plus à même de porter le titre secondaire juste au-dessous le titre mondial. Alors, je suis d'accord avec ça, mais l'époque par contre où il aurait pu, on lui a quand même enlevé le tapis sous les pieds. Hein. Et il sort de sa feud contre Michaels qui l'a mis over like fuck. Il est champion à moi pour nourrir Cena juste après. Quoi. Ça c'est con. Là je pense qu'il aurait pu atteindre ce truc qu'il avait pas eu en 2001, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais après, oui, non, Jericho, il fait partie aussi de ces gens. Maintenant, il est juste. Il est là parce qu'il a le statut de légendaire, parce que ça fait 15 ans qu'il est là. Ouais. Mais oui, si tu regardes dans l'histoire du catch, oui, il a été à sa place en fait pratiquement tout le temps. Et il incarne bien ce championnat aussi parce que des super feuds contre Benoît et Mysterio, justement. Oui. Benoît Jericho, c'était un peu la feud Bret Perfect. Plus moderne à l'époque, c'était exactement la même place sur la carte. Ouais. C'est les mecs qui allaient exploser et ils incarnaient vraiment bien ce truc-là. Moi, je pense, je l'ai dit, au ladder match en 2001, qui est quand même démentiel. Ah, il est pas banal. C'est pas banal ce match. Oui, sur le coup, c'est excellent. Et c'est top 3 des meilleurs matchs de l'échelle que j'ai vu. Et bizarrement, Guerrero incarne beaucoup moins, même pas du tout ce championnat intercontinental, même s'il l'a porté. Hein. Non, mais après, par contre. C'est ce que je dis. À l'époque, Guerrero, au final, ça a été très rapide. Hein. Les gens s'en foutaient un peu. Il était over quand c'était Mamacita avec Chyna. Voilà, Latino Hit. Il était over, hein, c'est pas le souci. Mais c'était pas non plus. On se disait pas, il est pas à sa place. En fait, il était à sa place en champion européen. Voilà, c'était très bien, Eddie Guerrero à l'époque. Après, il y a eu tout d'un coup un. Où limite tu comprends presque pas pourquoi maintenant, alors au bout de tant d'années, pourquoi est-ce que. Voilà. Mais non, le titre intercontinental, Eddie Guerrero. Non, et plus Rob Van Dam. Ah, complètement Rob Van Dam qui est. Rendez-vous. Qui est plus dans la classe de Jericho, dans la manière dont il l'incarnait, parce que c'était le mec du moment populaire, qui n'était pas encore prêt à être champion du monde, mais il lui fallait un championnat à défendre. Quoi. Il aurait pu quand même. Il aurait pu, mais à l'époque, bon, c'est Triple H en face. Ils auraient dû vraiment en 2002, là. Ouais, je crois que c'est 2002. Qui gagne pas le titre, Van Damme, c'est sûrement pour le donner à Michaels après. Ça sert pas à grand chose non plus. Mais non, Van Damme, il aurait. À l'époque, il aurait 2001-2002. Le mec doit être en main event. Quand tu vois les gens qu'ils ont foutu champion, tu te dis Van Damme, il aurait dû être champion avant 2006. C'est ça où il est champion. C'est 3 ans trop tard. Et je vais pas y arriver. Voilà. Ma langue a fourché, pardonnez-moi. Oui. Et pourtant, pas de blombier pour cette émission, que du jus de pomme. Oui. Rob Van Dam à retenir le match contre Eddie Guerrero de l'échelle à Raw pour le championnat intercontinental. Ouais, il était super. Qui est vraiment super. C'est ce match où il y a un fan qui vient faire chier Guerrero. Oui, pendant qu'il est sur le point de. Et moi, franchement, Guerrero, si c'est bien quelqu'un. Faire chier Van Dam, pourquoi pas. Mais alors Guerrero, mais pas une demi-seconde. Ouais, toi, tu aurais peur qu'il te défende. Apparemment, Chavo Guerrero, apparemment, est un vrai tendu. Apparemment. Bizarrement. Non, ouais, les Guerrero, moi j'y touche pas. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Non. Rob Van Dam, ouais. Super champion intercontinental. Ouais. Justement, contre Jericho aussi. Ça feud, ils avaient eu des très bons matchs tous les deux. Ouais. Non, Van Damme, ouais, chouette champion intercontinental. Ouais. Mieux que Kane, par exemple, un peu plus tard, au moment de. Parle-nous un peu de quand ils ont retiré le titre intercontinental. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle idée, ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Alors, ça, par contre, je ne sais pas. Moi, j'ai pas compris. Hein. C'était sûrement pour. Allez. On va peut-être rentrer dans les conneries habituelles, mais bon. Qui sait qui est le dernier champion intercontinental à ce moment-là, quoi. Le truc, c'est que c'est quoi Triple alors H, quoi. C'est Hunter et c'est Kane. Parce que Rob Van Dam a unifié intercontinental, européen et hardcore, c'est ça ? Ouais. Il a unifié les trois. Il perd contre Kane, c'est ça ? Non, il perd contre Jericho, qui perd contre Kane. Ouais. Kane a un règne, je crois, assez long. Si, messieurs, peut-être qu'on dit des conneries, hein, dites-nous dans les commentaires, mais on n'a pas la Wikipédia devant nous, donc voilà, je me rappelle pas exactement. Il me semble bien que c'est ça, et c'est à No Mercy 2002, si je dis pas de bêtises, donc ça doit être ça. Kane, il doit avoir rien d'un mois, et c'est ceinture contre ceinture. Tu te fais, mais par contre, le titre intercontinental,
il dégage juste il a après. été unifié. Et c'est Hunter qui, quand même, qui prend le plaisir de. C'est moi le dernier. Qui prend le dernier cookie? C'est Hunter. Le vrai débat, en fait, c'est est-ce que on a dit que c'était justement débattable et ambigu, et on ne sait pas vraiment répondre à ça. Est-ce que le championnat intercontinental doit être un tremplin vers la suite? Il y a quand même 2 catcheurs qui sont super bien servis, qu'on n'a pas encore évoqués. C'est peut-être les 2 qui s'en sont le mieux servis, c'est Stone Cold et The Rock. Oui. Stone Cold et The Rock, qui ont la place à l'époque. C'est pas des workhorses non plus, c'est pas des super workers. Austin si, mais c'est au moment où il se blesse. Austin, il a vraiment le championnat intercontinental comme un mec comme Rob Van Damme, parce que c'est le prochain explosé. C'est comme Brett avant, comme Michaels. Et là, il lui faut une ceinture, et il l'incarne de très bonne manière. Tout le drame du championnat intercontinental est à SummerSlam 97, où dans un match de championnat intercontinental contre Owen Hart, il va se blesser, et c'est cette histoire autour du titre intercontinental, sa blessure qui a failli le paralyser, qui va lancer encore plus la carrière de Steel finalement, quoi. C'est pas banal, hein. Ça, c'est un vrai tremplin quand même. Ouais. Oui, mais après, par contre, c'est vrai que The Rock et Austin, on n'y pense pas au final, parce qu'ils ont fait tellement plus derrière, que c'était d'excellents champions WWF en plus. Tu vois, il y en a certains où Michaels, pour moi, était meilleur champion intercontinental que WWF. Les deux, non, des champions mondiaux comme ça, c'est rare, c'est parfait, c'est voilà. Mais c'est vrai que les deux en plus ont feudé, c'est hiver 97. Ouais. Ils feud pour le titre intercontinental, c'est incroyable de se dire quand même que 4 ans plus tard, ils sont toujours en feud, mais pour le titre WWF, les deux se sont jamais quittés. Et oui, par contre, les deux, ils en ont tiré le maximum, et ils ont redoré l'image du titre intercontinental complètement à l'époque en plus. Même parce en que balançant le championnat intercontinental dans la rivière, là, dans le fleuve, là. Rien que ça, c'était... Parce que c'est toi qui fais le titre, c'est pas le titre qui doit te faire. Et c'est ça que les gens comprennent pas aujourd'hui, quoi. C'est qu'à un moment donné, si t'es champion, ben c'est pas parce qu'on va te donner le titre WWE que tu vas être un super champion, quoi. Roman Reigns, bon, même s'il en prend... Allez, je reste mitigé pour l'instant sur Roman Reigns, mais voilà, The Miz, par exemple, voilà, The Miz champion de WWE. Et AJ Styles, si le titre intercontinental avait l'importance qu'il avait à cette époque-là, il serait sans doute champion intercontinental. Ça pourrait être un très bon champion intercontinental, AJ Styles. Ouais. Mieux que champion de WWE, je pense d'ailleurs. Je routais pour lui, je voulais qu'il gagne, hein. Mais après, je pense que s'il l'a pas, il fait partie de la catégorie de gens maintenant, à son âge, en plus, 37, 38. Il a pas besoin du titre de WWE. Mais le titre intercontinental, justement, pour mettre over le titre, et pour mettre over d'autres gars, tu fais un AJ Styles contre Sami Zayn, bon, t'es bien. On est bien, là. AJ Styles, Cesaro, on est bien. Et là, t'as le titre intercontinental, il est bien aussi. Et là, dans le WR, overness, bim. Allez, à 100, hein. Ce qui est rigolo avec Austin, c'est que c'est quand même Owen Hart qui va lui passer le flambeau, quoi. Ça, c'est dingue. Owen Hart, qui à l'époque était finalement encore jeune, mais on savait que lui, il irait pas plus loin, quelque part. Oui. On savait qu'il aurait pas, parce qu'il y a toujours dans l'ombre de Bret Hart, malheureusement, pas aussi... la Hart Foundation incarnait tellement la tradition, tellement la fin d'une ère, et c'est marrant de voir qu'un mec aussi jeune qu'Owen Hart, champion intercontinental, qui était excellent aussi, va donner le flambeau à Austin, quoi. Enfin champion aussi, quoi. Ouais, enfin champion. Il était temps, Owen Hart. C'est vrai que c'est sa première ceinture. Non, il y a eu le championnat par équipe, mais en solo, c'est la première. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et les gars, c'est ça. C'est pas banal quand même, hein. Vous en aurez mis du temps. Owen Hart, qui malheureusement n'a pas pu profiter en tout cas de ce championnat intercontinental, il aurait pu être en contention au moment de son décès aussi. Il était toujours à la même place dans la carte, il a jamais bougé. Je pense que ça aurait pu être le gars comme Jericho, où tu peux le mettre champion intercontinental, ça va choquer personne, tout le monde va trouver ça très bien. Ouais. Tu peux mettre over des gens et faire des super matchs. Owen Hart, il aurait très bien pu être dans ce cadre-là le gars qui va mettre champion intercontinental de transition, mais quand même faire des super matchs. Puis il avait aucune ambition en plus, le mec, donc je pense que c'était pas... Il a pas été en main event parce que je pense qu'il s'en battait un peu l'oignon, quoi. Je dis pas qu'il aurait pas bien aimé être champion de WWE, je pense que quand t'es catcheur, t'as toujours envie d'être champion. Mais vu que lui c'était surtout un homme de famille et compagnie, tu vois, il me fait un peu penser à Daniel Bryan dans l'absolu. Ouais. C'est exactement le genre de mec où on leur dit t'as un tu job contre le balai. Oh, vous êtes sûr? Ouais. Bon, bah ok. Ils vont pas faire chier, on faire bon, ok, bon tant pis, il y a autre chose derrière de toute façon. Hein, on va pas non plus s'emmerder, c'est cool la vie. Voilà, donc où t'es là, tu fais bon, bah, c'est parfait. Des mecs comme ça, ouais. Dans le cadre du tremplin du titre intercontinental vers de meilleures choses pour le catcheur en vogue qui va exploser, il y en a pour qui ça n'a pas du tout marché, John Morrison par exemple. Ouais, mais alors lui, je comprendrai jamais qu'est-ce qui a pas marché. Moi, j'adore John Morrison. Je dirais que c'est ses promos qui étaient infernales. C'est vrai que c'était horrible.
Il a une voix qui est pas agréable. Ouais. Je sais pas. Il y a quelque chose qui. Ah, voilà. Il y a quelque chose qui cloche. Moi, je le Il mets a- avec Finn Balor pour ça. Là, je suis désolé. Hein? Je le mets avec Finn Balor un peu pour ça. Mais moi, je trouve que Morrison avait plus de potentiel, toi, que Finn Balor. Alors qu'il explose, chez Mundo. WWE, hein. Alors qu'à Lucha Underground, il est extraordinaire, Johnny Mundo. Je pense qu'il a trouvé sa voix. Enfin, Ouais. sa voix. Oui, Pas oui. la voix qui parle, la voix VOIE. Hein. Je pense qu'il a Ouais. trouvé son truc. Ouais. Ouais, parce que putain, Morrison, il y avait de quoi faire, quoi. Mais après, il a été très mal écrit. Il utilisait ses promos, il se fout de la gueule de Sheamus ou fait des accents. Ce mec-là, il devait. En fait, s'il y a bien quelqu'un qui devait pas être drôle, c'est bien John Morrison. Ouais. Même s'il était drôle avec Demise, tu vois. Ouais. Mais il avait pas un personnage à être marrant, quoi. C'est un show stealer, et puis on en parle plus. Et il n'était pas fédérateur non plus, comme un mec comme Bret Hart ou tu vois, John Morrison. Les gens aimaient bien le voir catcher, c'était super, il était over, mais c'est pas un mec qui avait un. Tout le monde s'en fout un peu, en Ouais, fait. c'est ça. Il Même avait moi pas un qui- following, un truc. Carlito avait plus ça, tu vois, par exemple. Carlito, il avait quand même un culte derrière lui à une époque, quoi. Il avait un truc plus marqué, Ouais. Carlito, voilà, il avait un vrai gimmick. Morrison, voilà, il était c'était Jim Morrison un petit peu, voilà, un peu kitsch. Son entrée était cool, le ralenti, par contre, c'était Ouais. super. Mais Factor X, alors Ouais, c'est ça. c'est la discussion qu'on avait, je sais plus dans laquelle émission, Factor X, mais Morrison à l'époque, il manquait le petit truc. Alors, pourtant, il manquait pas grand chose, je suis sûr, mais ouais, non. Il manquait un peu d'attitude. Oui, Morrison. ouais. Mais en Ce face, qu'avait The Miz. bah en fait, tu vois, babyface, mais le babyface, oh là là, t'es blend. Oh C'est là là. Michaels 96. Ouais. Un peu comme ça, en moins charismatique et moins. Michaels était quand même marqué quelque part par son gimmick et tout, même s'il était un peu maladroit avec ça. Morrison, non, ça a pas fonctionné. Qui d'autre a pas fonctionné, champion intercontinental? Ahmed Pour d'autres, Johnson. Ahmed Johnson. Je pensais à Ezekiel et non, c'est Ahmed Johnson, ça a pas marché. Mais ça, Bon, lui, il ça a était pas fragile. marché tout court. Il était fragile en plus, il avait une santé pourrie, Ahmed Johnson aussi. Hein, Oui. c'est pas- Et puis bon, bref, on va pas parler d'Ahmed Johnson, vous méritez pas ça, monsieur, dame, dans la fabuleuse T'es sûr histoire de catch. Allez, vas-y, Ah, parle-nous un d'Ahmed peu. Johnson un peu. Non, il était nul. Hein. C'est Voilà. le plus mauvais champion intercontinental. Je... Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est le plus mauvais? Oui, je pense. Enfin, dans le ring, au niveau workrate. Hein. Ouais, au niveau workrate, aucun doute. Après, on va pas compter par exemple Jacques Rougeau qui a été champion 2 jours. Pour Brett, ça compte pas. Dean Douglas, on va pas le compter. Bah après, les pires, non, ça doit être le Road Dog ou des trucs comme Ouais, ça. ouais, Dans il y a le Road l'attitude Dog, des rats, il y t'as a des le Road mecs, Dog. t'as Albert ou t'as, pardon. Je me rappelle, c'est Albert, il bat qui? Albert, balle alors, de- il perd contre Landstorm. Ouais. Et il bat Kane, non? Il bat Kane. C'est ça. Il bat Alors, Kane déjà, qui a battu Kane, quelqu'un dont on va parler dans 2 secondes d'ailleurs. Bah, il bat ce bon vieux Triple H. Il bat non, pas plus. Si. Kane? Ah Si. non, parce que j'ai oublié Triple H alors, parce que moi je voulais qu'on parle de Jeff Hardy aussi. Dans le... Ah oui, Jeff Hardy qui bat Triple Voilà, H. dans les champions qui intercontinentaux. repère. C'est ça, et- qui et repère sur la il- slipper. Voilà. Sur la slipper roll. Non, ça c'est en 2003 qu'il fait ça. Ok. C'est Hunter 2002. Il avait battu quelques mecs comme ça sur les slippers. Spike Dudley et Jeff Hardy qui continue à mâcher son chewing-gum pendant le slipper. Donc ça c'était un aparté. On est sur les mauvais. Albert. Ouais, Albert quand même il se pose là. C'est un bon catcheur en plus, hein, Albert. Ouais, non, il est chouette, mais il avait pas à être champion. Enfin, voilà. Surtout qu'il a été champion combien de temps? 2 mois. Ouais, Enfin, c'est ça comme c'est ça. pareil. À l'époque, j'ai l'impression que c'était plus long, alors qu'en fait c'était court parce que tu es là, tu fais Albert. En fait, si tu fais je comprends pas. Voilà, Albert à l'époque, je comprends pas. Test, j'aurais mieux Test, compris. ouais, mais il a été champion, non? Test, il me semble. Oui, mais pour l'Alliance. Ah non, j'en ai un. champion Le Godfather. Le God. Ah oui, putain. Oh là là. Godfather, Erratitude. Toi, je comprends plus Road Dogg, tu vois. À la limite. Ah oui, il était over. Bah, mais tu mets Billy Gunn, champion intercontinental. Il a été en 2000. Il était champion hardcore. Il a été en 2000. Il perd contre Benoît. Oui, Billy Gunn. mais. Billy Gunn était champion hardcore et Road Road Dogg Dogg- champion intercontinental à WrestleMania Ouais, 15. sauf qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, hein. Ouais. C'est étonnant. Ouais. Et le Godfather, donc pour revenir au Godfather. Oui, on va voir ça pareil. Ouais. Tu te rappelles qui bat enfin, parce que moi, Alors ça doit être Valvenis. Il me semble que c'est Valvenis. Ouais, lui aussi, il se pose là quand même. Franchement, dans l'absolu, Valvenis, Godfather. Je sais pas si Godfather bat pas Road Dogg. Alors je sais pas. Alors je sais que Road Dogg est champion intercontinental à WrestleMania 15. Je sais plus contre qui. Je sais plus qui est le Sans champion déconner. entrant. C'est un four-way. Je sais pas si c'est pas lui. Non, bon, je sais plus. Non, c'est Ouais, c'est sans tellement. déconner, quoi. Et là, t'as une époque, l'Erratitude, où le titre intercontinental est violé, quoi. T'as plus de. Enfin, tu vois, à la limite, t'as Goldust, bon, qui est. Qui devrait pas l'incarner, mais encore une fois, ils y croyaient, ils l'ont tenté, ils savaient très bien qu'il irait pas plus haut. Bon, ça passe. Et puis la feud avec Razor était super.
Mais on va pas parler de Razor parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission il y a un mois. Évidemment, Razor, pour moi c'est mon choix du meilleur champion intercontinental de la WWE. Je te demanderai le tien un petit peu plus tard. Mais à l'époque, oui, non mais t'as plus ce côté, ni tremplin pour autre chose, ni c'est les workhorse, t'as rien, t'as plus rien. C'est le début de la fin. C'est la foire à la saucisse, hein. C'est qui veut le championnat, qui veut le championnat. Ouais, bah moi. Et faut attendre Benoît et Jericho après pour que ça reparte un peu. Hein. Oui, non mais de toute façon les ceintures pendant les ratitudes elles veulent rien dire. C'est Vince Russo qui a cassé. Et tu vois que c'est, même si maintenant c'est une tradition qui continue un petit peu des règnes beaucoup plus courts, mais tu vois Vince Russo chez WWF et Vince Russo chez WCW, lui, un règne de plus de 10 jours, je pense que ça l'ennuie terriblement, parce qu'il a des problèmes, je pense, d'attention, tu vois. Il est hyperactif, il n'arrive pas à tenir son... 10 jours, oh non. Il me faut un title change. Ouais, vite. Et c'est l'époque où tu balances toutes les semaines un changement de titre, parce que comme ça, les gens font, oh, un changement de titre, c'est cool. Ah, un changement de titre, et puis, oh, bon. Et le titre, quoi, Intercontinental. Bon, non, on connaît pas. Voilà. Et après, ça amène les bonnes idées, comme l'enlever en 2002 pendant 6 mois, et en fait, ils s'aperçoivent, merde, on en a besoin, on n'a plus qu'une ceinture en solo. On serait pas con des fois. Ben si. Mais bon, voilà, c'est... Il y a des idées parfois qui sont pas banales. Après, je me demande, ça, à l'époque, c'était pas fait pour que Triple H soit le seul champion solo. Ils enlèvent le titre intercontinental hardcore européen en l'espace de 3 mois. Hunter Tattoo. Et je pense que pendant 6 mois, le mec il s'est fait, je suis le seul champion solo à Raw. Il y a une ceinture pour un mec, c'est moi. Je suis le champion. Tu vois, pour pouvoir dire The Champ, ben c'est moi. Vous pouvez pas vous tromper. Il était champion par équipe tout seul aussi, non, à l'époque. non, je sais plus. Triple H aussi, un champion intercontinental qui n'aura pas été marquant malgré tout. Parce qu'il le prend très tôt, le championnat intercontinental. Hein. C'est aux alentours des séries 96. Où il y a Perfect qui l'aide à gagner le truc là, tu sais. Oui, contre Marc Mero. Non, contre Marc Mero. Ah oui, Marc Mero. Parce que Marc Mero, encore un catcheur pour qui ça n'a pas marché. Hein, qui était promis à un bel avenir et finalement non. Marc Mero, excellent catcheur. Mais ça, c'était Jim Cornette, je crois, qui avait dit que le mec, il avait été façonné de telle façon à ce que ça soit Johnny B. Bad. Mais c'est tout. Il est arrivé chez WWF, on l'a fait, tu vas être le Mercuriel. Déjà, ça veut dire quoi ça? Aidez-nous, hein, le Mercuriel. Moi, non, c'est Rougeau qui disait ça. Hein. Oui, c'est Wildman. Oui, je sais, mais le Mercuriel, quand même, c'est quelqu'un, c'est peut-être québécois, je sais pas. Excuse-moi, l'impitoyable Steve Austin, quoi. On adore Raymond, mais Raymond, c'est un mec qu'on connaît un peu et tout. S'il nous écoute un jour, j'espère. Envoyez si Jean Brassard nous écoute, parce que je sais que Jean Brassard, il nous aime bien. Envoie l'émission à Raymond, s'il te plaît. Oui. Non, mais c'est vrai que... Non, et dis-nous, Raymond, je t'en supplie. Je pense que c'est les traductions québécoises, c'est des termes qu'on connaît pas. Mais après, voilà, Marc Mero, il était façonné de telle sorte à n'être que Johnny B. Bad. Il arrive chez WWF, on lui fait, tu vas être Marc Mero. Il fait, non. Je pense que dans sa tête, non. Ah, moi, je suis Johnny B. Bad, moi. Tu sais, c'est comme les chiens, tu vois, quand tu leur changes leur maître, ils font, non, c'est mon maître, lui. Non, mais en plus, il le faisait bien, le Wildman, hein, ça allait. Hein. Ouais, mais a priori, il était pas à l'aise du tout, quoi. Il savait pas, quoi. Il comprenait pas. Bon, il catchait bien, par contre. Il catchait bien. Ouais, c'est match très gratuit. Ah oui. La série 80, King of the Ring 96. Ouais, il faisait les 450. C'est le premier à le faire à la WWF. Ouais, et tu vois, le mec, son gabarit, quand même, bon, c'est pas gage d'être un bon catcheur que de faire un 450, hein, mais... Et il le fait dans un combat de championnat intercontinental contre Goldust au SummerSlam 96, qui est un match plutôt décent, d'ailleurs, hein, Marc Mero contre Goldust. Hein. SummerSlam 96 Absolument, monsieur. Il y a ça. Non, dans ce show pourri, il y a ça. Il y a Marc Mero Goldust. Ouais. Parce que je revois Savio Vega contre Owen Hart. Il y a Sid Bulldog, qui est tu vois. Et non, c'est pas pour le titre intercontinental. Pardon, Marc Mero Goldust, parce qu'il est vacant le titre intercontinental. Parce qu'Ahmed Johnson vient de le vacater. Parce qu'il s'est blessé après King of the Ring. Voilà. Bobo au rein. Et c'est là que Farouk va dans le Battle Royale et tout. Oh là là. Oui, bon, bref. Mais SummerSlam 96, c'est super, hein, ce show. Non, alors, il y a un match extraordinaire qu'il faut voir. C'est le 4-way avec 4 équipes. C'est les nouveaux Rockers, les Body Donnas, les Godwins et les Guns. Ça, c'est un enfer. Souviens-toi, on avait regardé ça. Faudrait qu'on le revoie pour être bien sûr que c'était si mauvais que ça. Et il y a Mark Henry contre. Non, Jack Roberts contre Jerry Lawler, qui est un des matchs que je déteste le plus. Oui, c'est un angle. Enfin bon, bref. Championnat intercontinental, on revient sur... on était sur qui on a digressé. Hein. L'émission est décousue, on savait pas comment l'aborder. Excusez-nous, on a un mec qui nous a dit, oh là là, c'était plus décousu que d'habitude. Mais tant pis. Jeff Hardy.
Oui, Jeff Hardy. Oui, mais pose-moi ta question. Mais Jeff Hardy, bon champion intercontinental ou alors on s'en fout. On s'en branle. Pas marquant hein, finalement. Pourtant, Oui. quelle popularité, mais à l'époque, il n'était pas encore trop sorti dans l'idée des gens que c'était les Hardy Boys. Peut-être aussi. Ouais, bah, parce qu'ils reviennent en équipe en plus après. Hein. Je me rappelle plus, c'est possible. 2007. Un truc comme ça. Il y a Jeff Hardy Carlito, il y a Jeff Hardy Morrison. Il y avait Shelton dans le coin. Mais je préfère Shelton, toi. Alors Shelton, dans ce cas-là, champion Il a intercontinental. été champion combien les 250 jours hein, Ouais, il a ça, été champion longtemps, il a eu 200 plusieurs règnes, 3 règnes je crois pour Shelton Benjamin. Ouais. Pour les fans de catch qui ont commencé avec Juste et Chiro sur RTL 9, lui c'est un mec qui va incarner le championnat Mais c'est intercontinental. leur Razor. C'est peut-être leur Razor. Ouais. Ouais, puis en plus, non, c'était un chouette champion. Et puis, j'ai revu récemment là, son arrivée à Raw là, quand il affronte Triple H. Putain, le mec, il avait de l'attitude déjà, quoi. Le micro, pas. Je me rappelais plus vraiment au final, parce qu'après, je trouve qu'ils l'ont perdu avec le Gold Standard, les cheveux teints en or, là, comme ça, enfin. Enfin, moi, ça me dégoûte. Donc, après, c'est sûr que ça marchera pas avec moi. Je trouvais que c'était une très mauvaise idée. Mais je comprends qu'ils aient vu quelque chose en Shelton Benjamin à l'époque et qu'ils aient voulu le pusher à mort parce que ça marche bien et lui c'était un très bon champion Et ils intercontinental. ont vu surtout que dans le ring c'est extraordinaire quoi, Shelton Ah Benjamin. oui, Excuse-moi. c'est pas banal. Le match contre Michaels dans le Gold Rush était incroyable. C'est mon finish préféré de tous les temps, le Super Kick from Hell. Ouais. Ah oui, clairement. Non, mais je le repasse toutes les semaines. Hein. Je le regarde tout le temps. Et La réaction de Jerry Lawler est super. Le mec il est. Jim Ross il dit quand même My God in Heaven. Mon Dieu au paradis. Ouais, c'est le premier parce qu'ils en ont refait derrière des trucs super kicks comme ça. Mysterio il s'en prend un, je crois, aux Series 2005, je crois. Ce match est hyper cool, la Raw contre SmackDown. Mais c'est vrai que Benjamin, t'as l'impression qu'il vole, il fait les 3/4 il peut dépasser le ring, je pense, s'il fait un springboard, Benjamin. Il va dans la foule direct, quoi. Le mec, c'est Et puis il se prend vraiment le pied dans la face. Quoi. Ah oui, mais la légende urbaine dit qu'il avait perdu une dent ou un truc comme ça. Mais j'aime bien qu'on sache pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais il se prend le bon pied dans la bonne gueule quand même. Et en effet, Shelton c'était le bon mec à l'époque pour être champion intercontinental. Super, oui, non, très bien. Puis même le trio là, avec Morrison et Carlito, là c'était pas mal. Hein. Puis Jeff Hardy aussi. Il y a un très bon combat de championnat, un triple threat dans un pay-per-view mineur. Ouais. Je crois que c'est Hardy, Carlito et Morrison, il me semble. C'est le pay-per-view préféré de Jean-Luc Lahaye. C'est mineur. mineur. Oh, très bonne blague. Excellent. très bonne blague. Pardon. Je sais plus, je vais essayer de le retrouver sur YouTube. Ouais. Qui d'autre? Alors je voudrais qu'on parle de 2 de mes champions intercontinentaux préférés. Je t'écoute. Randy Orton. Très bien. Alors lui super. c'était parfait. Randy Orton, sa victoire contre Van Damme, c'était quand même la fête. Hein, c'était la méga fête. Et surtout, un de mes matchs préférés pour le championnat intercontinental, c'est contre Foley à Backlash. Quel combat incroyable. Ah, mais c'est ça qui le met sur la carte. Et c'est Définitivement. et là il t'es était déjà, mais champion intercontinental. Le mec, tu sais qu'il va exploser. Tu sais très bien qu'il va être champion du monde, qu'il va se faire du pognon. Il pine Foley à WrestleMania alors qu'il est champion intercontinental. Ouais. Et il va le rebattre à Backlash et un super règne avant de perdre contre Edge en fin d'année. si lui, Foley, il a pas mis des gens en over. Ah oui, non, mais Hunter et Orton, ils lui doivent beaucoup de choses, hein. Même Edge. C'est Edge d'ailleurs qui le bat. Qui bat Orton. Qui bat Orton. Il est très bien le match. Hyper long, 25 minutes. C'est ça. Ou 30 minutes. Il est comme ça. super. Super match aussi. Ouais. Excellent. À l'époque où Edge était encore vraiment très excitant en face à voir. Et qu'il était bon dans le ring sans avoir besoin d'une échelle et des trucs comme ça. Parce qu'au final, si tu regardes vraiment des matchs, des bons matchs au niveau work rate, juste pur, 1 contre 1 sans stipulation. Il y en a à SmackDown à l'époque en 2008 où il reprend un peu du poil de la bête, mais sinon c'était quand même. Enfin, moi je me rappelle surtout de Edge Batista, des trucs chiants comme ça où c'était pas. Edge dans le ring, après c'était pas. C'est vrai que c'était pas. C'est pas un champion intercontinental, lui par contre je le préfère en champion du monde aussi. Oui, pareil. Ouais. Pareil. Là où il a fait un match incroyable en tant que champion du monde, petit aparté, c'est contre Taker pour moi à WrestleMania 24. Gros match. Incroyable. Donc, J'avais oublié ce match. Randy Orton, oui, il était fait pour ce titre. Pour ce titre. Et puis lui, il a fait le titre aussi. Et Edge en profite quand il devient champion intercontinental, il en profite parce qu'il a un titre qui est chauffé à blanc, quoi. Qui est, c'est super. Ouais. Non, Randy Orton, il avait la classe. En plus, Evolution, ils avaient tous les titres. Donc c'était les Four Horsemen, voilà, le rêve enfin de Triple H qui se réalise. Et je comprends, c'est cool. J'aimerais bien avoir la même chose. Et il était parfait, oui, en champion intercontinental. Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui ont. Lui, je pense que c'est le premier depuis dans les Michaels, voilà, ceux dont on parle là, 12 fois là, dans l'émission. Lui, c'est le premier comme ça qui est vraiment le
au bon moment, Ouais. le bon gars, la bonne ceinture, et il en Ouais. fait quelque chose de vraiment super. Ouais. Mm. Je voudrais qu'on parle de Jeff Jarrett aussi, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. On l'oublie un petit peu parce qu'il est dans l'ombre de Razor à l'époque et la feud est un petit peu mal foutue. Lui, je trouve que c'était un bon champion heel aussi. Hein, dans, The Miz. The Miz, Honky Tonk Man. Ouais, voilà. Les, ouais. les gros chicken, Mm. les mecs comme ça. Non, ouais, bien. Si Toi, règne pour Jarrett. Ouais, parce qu'après, il regarde en 98 Ouais, et c'est des ça. trucs comme ça. D'ailleurs, Jericho, Chyna, tout ça aussi. Mm. Mais non, on pourrait parler de Chyna. Oui, China, Qui est- on est obligé d'en parler, c'était Voilà, ouais. Mm. Qui est, On peut en parler maintenant si tu veux. Oui, bah Parce oui. que Jarrett, parce on que a déjà un Jarrett- peu développé avec Razor et tout et tout. Oui, puis en plus, c'est Jarrett qui perd contre Chyna, justement, le titre. Comme quoi, il était pro. Enfin, non, remarque, il lui avait demandé du pognon. Ah non, c'est ça l'histoire, rabat. c'est que Jeff C'est Jarrett, ça, hein. la WWE a fait l'erreur à l'époque, Jarrett est champion intercontinental. Et il doit partir à WCW, mais le pay-per-view où il affronte Chyna, c'est le lendemain d'expiration du contrat. Donc ils sont gourés, tout simplement d'une journée. Et donc il est en fait sans contrat, Jeff Jarrett, quand il va affronter Chyna, et il demande une somme mirobolante. McMahon, Chyna a dit que c'était, je crois, 250 000 $ pour le match, ou un truc comme ça. Et donc McMahon, c'est pour ça qu'il est Personne très en n'en froid avec voit Jarrett. pas, Ah ouais. Et Jim Ross s'était fait défoncer parce qu'en fait, McMahon voulait pas le laisser partir à Jarrett. Hmm. Et a priori, c'est Jim Ross qui aurait oublié Steve Austin, surtout parce qu'il était bon copain avec Steve Austin et Austin détestait Jarrett. Il a refusé des programmes contre lui pour le titre de WWF. Et Vince McMahon voulait pas qu'il parte, mais c'est Jim Ross qui a tiens, mais j'ai oublié de donner le nouveau contrat à Jarrett. Oh non. Et a priori, McMahon l'a défoncé, quoi. Bah tu m'étonnes, en même temps c'est Voilà. pas... Ouais, il y a de quoi, oui, tu oublies de redonner un contrat quand même, alors que c'est ton boulot à l'époque, les relations humaines, là, Talent Relation. voilà, Talent Relation. Mm. Ouais, ça la fout mal. Mais oui, non, c'était un bon champion intercontinental. Ouais, Jeff il Jarrett. était bien. Ouais. C'était un bon heel battable, encore une fois. Mhm. Ce qui est Seth Rollins, hein, James Ross dit ça beaucoup de Seth Rollins quand il était champion du monde, que un champion heel qu'on peut battre, c'est la clé de la réussite. Pour que tous les gens aient envie qu'il se fasse défoncer, parce qu'il était quand même insoutenable, Jeff Jarrett. C'était quand même une cocky bitch, hein, comme on dit en anglais. Oui. C'était très très cool. Et McMahon y croyait beaucoup en Jarrett. Vince Russo. Surtout, bah, après c'est son meilleur ami. Voilà. Mais ils sont devenus super amis justement à WWF et Vince Russo adorait écrire pour Jeff Jarrett. Ouais. Et inversement, vu que Vince Russo le faisait toujours gagner. Donc forcément, Ouais. Jarrett, il aimait bien. Ouais, et en plus, il a évolué dans son gimmick avec ce championnat aussi. Il est passé du chanteur de country Slapnuts. à Slapnuts. Il y a la transition à la WWE où il était avec des bras qui était vraiment très cool. Sa relation était super aussi. J'aimais beaucoup le gimmick de Jarrett. Très très bon champion intercontinental. Hein. C'est un de mes préférés. Mon préféré, c'est Razor. C'est qui ton champion intercontinental préféré? Ouais, ben depuis tout à l'heure, je réfléchis. En fait, T'as le droit de dire ce que je sais que tu vas dire. Hein. j'aimerais bien trouver quelqu'un d'autre en fait que lui, mais ouais, c'est peut-être un de ceux qui m'a le plus marqué. Je vais essayer dans les trucs un peu plus récents. J'aime bien Randy Orton. Franchement, j'aime bien Orton. J'ai bien aimé Cody Rhodes. Et bien, on en parle juste maintenant Ouais. d'ailleurs. Mais je pense que je vais dire Michaels par défaut parce qu'il y en a pas. J'en ai pas vraiment de préféré en fait. Donc je vais aller vers mon catcheur préféré. Mais Cody Rhodes, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Lui, pareil, c'était un mec qui était au bon moment, au bon endroit et ça lui allait super bien cette ceinture. Ouais. Il a tenté de redorer le blason, en tout cas de ce championnat. On lui a donné Ouais, l'opportunité de montrer que c'est lui qui avait ramené la ceinture l'ancienne, Mm. la classique, un peu modifiée, mais elle lui ressemble beaucoup, presque trait pour trait. Et oui, il a fait des super matchs, un très long règne, hein, Cody Rhodes, 236 jours. Ouais. C'est le règne le plus long en 5 ans depuis Shelton Benjamin, Cody Rhodes. Et Ouais. il arrive au milieu de tous ces mecs comme Wade Barrett, etc., qui n'ont pas eu des règnes très longs. Barrett aurait pu incarner championnat intercontinental. Mais C'est bien dommage. Mais hein. bizarrement, en fait non. Eh ben non. Pour moi, mais alors pas du tout, alors que c'était par exemple le mec parfait aussi pour ça. Peut-être plus là quand il revient Bad News Barrett champion. Mais Quelle erreur, putain. mais ça dure pas longtemps. Non, non. Et encore une fois, la tragédie du King of the Ring, hein, la malédiction Ah oui. d'être King of the Ring chez WWE aujourd'hui. Il ne faut pas être King of the Ça Ring. commence avec Regal, hein, qui... Ouais, qui se fait choper après pour la dope alors qu'il est prêt pour le plus gros push de sa carrière. Après, t'as Lashley aussi, où c'est pas non plus le pauvre. Non, c'est Booker T. C'est Booker T qui est King Booker aussi. C'est pas ultra fort. Sheamus, le pauvre. Ils lui ont donné son attirail, là, sa ceinture, sa couronne à la con. Elle est moche, cette couronne. Pourtant, il y a un bon programme après contre Morrison, justement, vu qu'il perd en finale. Et ça donne un bon match de l'échelle avec un de mes finishes préférés de match de l'échelle entre Morrison et Sheamus à TLC 2009, 10, 11, j'en sais rien.
11, on va dire, on s'en fout. Mais oui, la malédiction du King of the Ring et aussi la malédiction, ouais, un petit peu du titre intercontinental dans certaines années où ça te servait à. Oui, t'étais dans le ventre mou, là, complet, là. T'étais pas genre upper C'est ça. mid-carder, t'étais dans le ventre mou. Hein. C'est ça que WWE n'arrive plus à faire. Ils y arrivent un petit peu en ce moment avec Cesaro, Kevin Owens, des mecs qui sont au-delà de la mid-card, qui sont des stars, mais qui sont pas encore dans le main event. Ça faisait longtemps que WWE n'y arrivait pas du tout à le faire, quoi. Des mecs comme Dean Ambrose, tu vois aussi, même si on est un peu mitigé voilà, sur Ambrose, qui a été un très bon champion US, lui, par contre. Parce qu'il a eu pas tellement défendu. Hein. Non, mais il a eu un règne assez long au final. Et c'est vrai que avoir un règne long, ça aide à quelque part crédibiliser la ceinture, quoi. C'est ce qu'a fait Cody, hein, en tout cas. Ouais, voilà. Et Cody Rhodes, ouais, c'était vraiment mon préféré, je pense, dans les 10 dernières années. Ah bah de toute façon, il n'y a pas de mal. Hein. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, non, mais. Après, il y a des ovnis aussi dans le titre intercontinental. Regal a été champion intercontinental. Oui. C'était plus. Il bat Jeff Hardy, non Non, c'est Jericho qui bat Jeff Hardy. Il bat Edge. Il bat Edge. Il bat Edge, il feud sur le titre intercontinental. Hein. Ils ont un match sur Rumble 2002. D'accord, oui, mais moi je pensais plus à 2008 où il est aussi. Non, je crois pas. Non. Il reprend pas le titre. Non, il me semble pas. Ah, non, je crois moi pas. j'aurais cru. Donc Regal, oui, c'était plus un tremplin pour pousser d'autres catcheurs comme ouais. Edge. Hein, et c'est l'adversaire préféré de William Regal, ever, Edge. Ah ouais Ouais, c'est son adversaire préféré. Et ils ont donc eu cette feud pour le titre intercontinental. Là où il est important, Regal, pour le championnat intercontinental, c'est qu'il défend dans 2 WrestleMania d'affilée en opener. 17 contre Jericho et 18 contre Rob Van Dam. En tout cas, il donne la ceinture aux deux. Voilà. Ouais, mais après, ça a été un peu la carrière de William Regal, toujours une star, mais un jobber to the stars, quoi. Quelque part, il sera toujours en deçà des autres, mais il a assez de charisme et de work rate pour rester une star, quoi. Alors, comme Jericho a pu l'être à une époque où le mec ne gagnait plus rien, quoi. Le mec, quand même, à une époque, entre 2002 et 2005, quand il part, c'est très bien que le mec ne gagnera rien. Alors, jamais. Il y a des mecs qu'on va sûrement en oublier, on n'a pas la liste sous les yeux, mais on n'a pas pensé à parler, évoquer Benoît Engel aussi, qui ont été champions intercontinentaux à la même époque que Jericho. Il y a historiquement le match à WrestleMania 2000 où ils défendent les titres US et intercontinentaux, que Jericho prend l'européen et Benoît l'intercontinental. Ouais. Et finalement, Benoît, il va pas être un champion intercontinental si marquant malgré le catcheur que c'était. Ça, on y reviendra Benoît non. Ça, on y reviendra dans 15 jours, mais... Ça va, en fait. Ça va, il a sa feud, oui, avec Angle. Il part sur quoi après Benoît, quand il est champion intercontinental? Tu vois, Jericho, ça nous a marqué. Il perd le titre à SummerSlam 2001 contre Jericho. 2000, SummerSlam 2000. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'il fait Benoît? Les séries, il est dans les Radicaux. Oui, mais pas les séries, entre WrestleMania et SummerSlam. Entre WrestleMania et SummerSlam, Il est champion intercontinental, mais il fait quoi? J'en sais rien. Je pense qu'il doit y avoir un jeu un petit peu de. C'est à toi le titre. Ouais. Toi, il feud avec Jericho, ils ont plusieurs matchs, ils en ont un Judgment Day aussi, je crois, ou un truc comme ça, en 2000. Ouais. Et après, il part sur The Rock à l'automne, à No Mercy. Ouais. Le match avec Shane McMahon là, qui manage Benoît là, pour battre The Rock. Où il y a plein de gens qui envoient des messages de congratulations à Benoît. Ah, t'as enfin gagné le titre. Mais enfin, désolé. Ça, on reviendra sur Chris Benoît. Dans 15 jours, après, Benoît était peut-être destiné déjà à plus haut que le titre intercontinental d'office. Un peu comme Engel, qui n'a pas forcément bénéficié de son règne de champion intercontinental. Ça n'a pas été non plus... Non, Kurt Angle, on s'en fout. Angle, c'était vraiment pour le mettre over, quoi, ouais, parce qu'on savait très bien qu'il allait avoir autre chose derrière, quoi. Mais oui, non, Kurt Angle, très bon champion du monde par contre, je trouve. Mais non, champion intercontinental, ça lui allait bien à l'époque, mais voilà, c'est un peu comme pour Warrior dans une autre mesure, parce qu'il déchaînait pas les foules comme lui, mais c'était très clairement le projet de WWF à l'époque d'en faire une star, et lui par contre, sur le coup, ça a très bien marché. Hein. Là. Oui. Vas-y, pardon. Vas-y. Non, ça n'a pas été un champion incroyable, mais ça lui a bien servi, sur le coup. Quel est ton combat de championnat intercontinental favori? Eh bien, figure-toi que je pense que ça pourrait être Marty contre Sean à Raw. Ouais, moi, ce serait dans mon top 3 en tout cas. Ouais. Je pense, parce qu'alors ça, il est pas banal celui-là. Ah non, on en a déjà parlé, hein, mais il y a celui-là, Benoît Jericho, le ladder match, c'est quand même super. Et puis après, au final, j'en ai là tout de suite de tête parce que j'ai pas. Moi, je me suis fait une petite liste. Moi, j'ai dit en début d'émission, je vais reparler de. Bon, il y a Michaels Marty, oui, non, c'est sûr, c'était incroyable. Mais mon préféré, j'aime bien Horton Foley.
Super. Ouais. Je vais dire quand même Brett est Perfect au SummerSlam 91, qui est comme le match qui incarne le championnat intercontinental historiquement, quoi. Oui. C'est Ah quand, même, oui, oui, oui. c'est quand même le classique des classiques, qui est pourtant pas flashy comme match, qui est pourtant juste parfait de psychologie, et une chimie entre Brett et Perfect qui était au-delà de tout entendement. Ah oui, oui. Perfect qui n'avait pas cette chimie avec beaucoup d'autres mondes, Ah, ben finalement. Michaels, par exemple. Michael, ça marchait pas. Enfin, Michaels, quand c'est Michaels qui heal. Hmm. Perfect en face, de toute façon, c'est quand même beaucoup moins bien. Hmm. Dans l'absolu, même si c'est cool. Mais oui, non, Perfect Bret Hart, c'est surtout quand tu sais que le mec est blessé, qui souffre terriblement. Le match est hyper bien, il bump comme un porc. Mais je préfère celui du King of the Ring, je crois, quand même. Ouais, il est excellent, et celui du King of the Ring en 93. Mais Donc, bon, c'est pas pour le titre intercontinental. là, on est dans une bonne dynamique finalement à la WWE pour le titre intercontinental. On l'a dit plusieurs fois, ils sont en train de refaire quelque chose de décent. Mise, j'aurais pas pensé, mais qui redore un peu le blason de cette ceinture. Et le Fatal 4-Way peut être dans la liste des meilleurs matchs pour le titre Ah oui, intercontinental. le Fatal 4-Way là, récemment, c'était à. Oui, Extreme Rules. Payback, voilà. Ou Extreme Rules, un des deux, je sais pas. Bon, bref. Il y a trop de pay-per-view de toute façon. Oui. La WWE, c'est nul. Et avec le brand split, là, on va peut-être pouvoir enfin avoir de nouveau. Ça me tarde, oui. Avoir de nouveau des choses intéressantes qui vont s'y tenir, ça on en parlera un petit peu avant l'émission de Chris Benoit, ou après Chris Benoit, pardon, dans un petit mois. Et je crois que l'émission sera plus courte, on a fait le tour, parce que finalement, le championnat intercontinental, qu'est-ce qu'il y a à ajouter sur cette ceinture qui a, en conclusion, donné des combats légendaires jusqu'à 2000... j'avais dit quoi? Le dernier en date, j'avais... oui, Orton Folly, jusqu'à 2005-2006. Après, il y a eu quand même des bons matchs de bonne qualité, mais après, c'est aussi le championnat intercontinental qui a souffert, je pense, comme beaucoup de talents mid-carder qui n'ont jamais explosé ou qui n'ont pas été exploités à leur juste valeur. Il a beaucoup perdu en valeur à cause de la surexposition de la WWE aussi. Oui, et puis alors, c'est toujours plus dur de booker 7 heures de télé hebdomadaire que d'en booker une. Forcément, et après, l'Attitude Era n'a pas aidé aussi avec la dévaluation des titres qui valaient plus rien. Où en gros, t'étais champion, voilà, si tu le demandais gentiment. Ça a perdu sa valeur première parce que le business a évolué et de toute façon, les ceintures en soi ont perdu de leur valeur chez WWE en tout cas. Je réfléchis un petit peu, Ring of Honor, New Jap, tout ça, ça reste encore des championnats qui veulent dire quelque chose. Aujourd'hui, chez WWE, moi, enfin, l'exemple parfait pour moi, c'est Roman Reigns qui est déjà champion 3 fois, champion de WWE. C'est Bret Hart, c'est 5 fois. Et Roman Reigns, 3 fois, quoi. C'est trop. Et comment tu veux être pour lui quand à WrestleMania, et il a enfin, pour la 3e fois, il a enfin réalisé son rêve. La 3e fois, non, les gars, ça veut dire quoi? Et c'est pareil, aujourd'hui, il y a des mecs qui ont eu le titre intercontinental où tu fais pourquoi faire. Landstorm. Même si j'adore Landstorm, toi t'aimes pas Landstorm, moi j'aime beaucoup. Ouais. C'est pas... Encore, c'est pas le pire, hein, franchement. Mais après, voilà, c'est un booking qui a pas été bon à une époque et qui a dévalué toute crédibilité pour la ceinture. T'as des mecs qui ont réussi, comme Brock Lesnar, lui juste par son aura et le fait qu'il catch très sporadiquement, ça a été un super champion de WWE. T'as des mecs comme Kevin Owens ou The Miz qui vont réussir à redonner une crédibilité, même en catchant plus souvent au titre IC, parce que ils veulent être champions et ils le défendent et ils le mettent over à mort le titre. Voilà, après, c'est toujours une question de toute façon de booking et de mecs qui vont avoir la prestance pour et qui vont pas juste être là pour avoir la ceinture, quoi. Et quel avenir pour le championnat intercontinental? Est-ce que c'est pas le championnat NXT qui a pris sa place maintenant? Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire et je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord. Genre Nakamura, il pourrait être champion intercontinental par exemple. Oui, il pourrait. S'il avait démarré dans le roster principal direct. Il pourrait, mais il devrait pas. Le mec, il devrait arriver direct contre Reigns, quoi. Finn Balor pourrait pour le coup être un champion intercontinental décent. Beaucoup mieux. Ouais, parce que non, Nakamura, s'il arrive dans le roster principal, il faut qu'il affronte direct John Cena, qu'il mette over, voilà, AJ Styles. Et après, il va affronter Reigns ou Rollins ou peu importe qui sera le champion, mais Nakamura, non, il faut qu'il soit champion. Mec qui transcende. T'as des mecs comme ça qui transcendent les trucs et peu importe.
Ce qu'il fasse, il faut qu'il soit en main event. Après, oui. Un peu comme Piper, peut-être. Oui, ouais, après par contre, tu vois, par exemple, Nakamura, je pense qu'il y serait pas champion, ça gâchera pas non plus. Voilà, des mecs, voilà, exactement. Seul championnat remporté par Piper avant le titre par équipe avec Flair, le championnat intercontinental pour Bret Hart, en tout cas, il avait gagné. Pour après mettre over Bret, Piper et Ric Flair a été champion intercontinental. Ouais, mais c'était chouette. Il avait battu Carlito et c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était plutôt marrant. C'était bien, et puis on s'en rappelle aussi parce qu'il y a la feud contre Hunter à l'automne 2005. Ouais. Si vous avez pas vu les copains, le cage match et le last man standing, Alors, c'est Taboo Tuesday. Le cage match, il me rend fou. Là, on revient en 1984. Hein. Ah ouais, c'est old school, c'est barbare. C'est très barbare. Hein. Par contre, là, la Blood Policy, elle n'existait pas à l'époque. Hein. Tu pouvais pisser comme un porc. De toute façon, Ric Flair et Hunter, non, plus ça pisse, plus ils sont contents. Mais ça, par contre, même si le premier match était pour le titre intercontinental, ça peut faire partie aussi. Ah oui, le cage match. Le cage match, ah ouais. Ça, on oublie souvent voilà, que c'était pour le titre, mais ça, c'était super. Extraordinaire. J'aime beaucoup Triple H. J'aimerais qu'on fasse une émission un jour, Rabi, consacrée à Hunter. Quoi d'autre? Championnat intercontinental, là, on est dans le bon choix entre Owens, Smith et Cesaro et Zayn. C'est le bon package, là. C'est très bien. C'est des jeunes loups, sauf The Miz qui est déjà un vétéran, enfin chez WWE en tout cas, parce que les 4 c'est des vétérans. Hein. Mais ouais, c'est des mecs qui vont pouvoir mettre. Ça, moi ça me fait penser à Austin et The Rock. Ah ouais. Tu vois, t'as des mecs comme Zayn et Owens où tu te dis, ça commence à gratter, ça va, le main event ça va arriver. Ouais, on est à une période plutôt excitante, je pense, pour le titre intercontinental, d'autant plus avec la brand extension à laquelle je croise les doigts, j'ai une confiance pas aveugle, mais je fais pas confiance à WWE, mais je fais confiance à l'idée parce qu'ils ont un roster qui est bien trop gros maintenant. Par contre, c'est NXT qui va en pâtir, mais bon, ça on en parlera dans l'émission dans 3 semaines à moins. Mais oui, je pense que le titre intercontinental, là, il est bien. Il y a des choses très excitantes qui arrivent pour finir cette émission. Ouais. Cet été entre Cruiserweight Classic et la brand extension. On n'est pas là pour parler trop d'actu non plus. La question qui tue. Oh là là. C'est l'heure de ton moment favori tous les 15 jours. La question qui tue. On parle du championnat intercontinental de la chez WWE, parce qu'on ne dit pas normalement la WWE. C'est une faute de langage banalisée. Je tenais à le préciser. Merci Ted Mosby. Je vous en prie, c'est toujours un véritable plaisir. On est sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur Mixcloud. On est sur catch-news.com, sur Paris Catch également depuis quelques temps. Rabi Mentor, mon expert chroniqueur de la fabuleuse histoire du catch américain. Quel catcheur, ne l'ayant jamais remporté, aurait dû être champion intercontinental? Oh là là! Mais heureusement qu'il nous reste du temps, oui, parce que là, il va falloir que je réfléchisse. Hein. C'est la question qui tue. Ah ben oui, mais ça chatouille là. Moi, j'en ai deux qui me viennent, deux et demi. Attends, laisse-moi réfléchir. J'en profite. C'est dur parce qu'il y en a eu un paquet qui l'ont eu. Ouais, vas-y. Pendant que Rabi réfléchit, c'est donc @FHA Podcast sur Twitter, #FHA pour parler de l'émission, et vous pouvez nous envoyer des sous également pour qu'on s'achète de la Blonde Beer. On t'écoute, Rabi Mentor. Alors j'ai un doute, je me rappelle pas s'il l'a été. Il a dû l'être, mais je me rappelle pas que CM Punk l'a été. Si, il l'a été. Il l'a été. Il l'a été, d'accord. Mais je me rappelle. Je crois, hein. C'est à vérifier. Réfléchis peut-être à quelqu'un d'autre. J'ai regardé l'information en direct sur mon smartphone. Mes petits chats, la question qui tue, c'est qui n'a jamais été champion intercontinental et qui aurait dû l'être. Et c'est dur. Et ça, c'est une vraie question qui tue. Ah ouais, non, c'est... Ça, c'est une vraie question qui tue. Mick Foley, non, il en aurait pas eu besoin. Lesnar, il n'en aurait pas eu besoin. Ça peut être avant, hein. Ouais, je sais. Non, mais même. Moi, j'en ai un qui aurait été très bien. Et j'attends que tu répondes d'abord. Mais oui, mais là, il n'y a rien qui me pète au casque, là, tout de suite. Si, il l'a été. CM Punk, oui, mais ça. Mais t'as raison, il a battu William Regal. T'as raison, je crois, je me souviens maintenant. Il a battu Regal. T'avais raison, il a été champion intercontinental après. Ouais. Je sais pas, Ken Kennedy, il a été? Non.
Eh ben, Ken Kennedy, tu vois, je l'aurais bien vu. Et on l'a zappé dans les ratés de la WWE, Ken Kennedy. Ouais, ah bah Ouais. oui, alors lui c'est un raté tout court, hein, je crois quand même. Parce que même chez TNA, Ken Kennedy. Ken Kennedy, bah, c'est le premier. Alors vraiment, Mm. c'est dur comme question. Ah ouais. Parce que là, il faut faire le Mémorex là sur 35 ans de trucs. T'as Ken Kennedy, s'il l'a pas été, ben, il aurait dû. Et bien, balance dans un. Alors moi, je pensais à Sean Waltman. C'est vrai que le Kid a jamais. Je pensais au Kid. Ouais, J'ai pensé oui. au Kid. Je pense que on aurait été bien. Le titre, il était bien. On était bien. Ah oui, non, le Kid, oui, je suis d'accord. Mm. Le Kid, ok. Kennedy, ouais, ça aurait pu être très très cool. Et. Allez, j'aimerais bien en trouver un dernier quand même, ça pourrait être cool. Allez, Moi, je t'en dis un deuxième. allez, vas-y. Doink. Dunk, bah. Hein. Alors oui. En fait, ça aurait pu être bien, Mm. mais en même temps, il en avait pas besoin, quoi. Mm. Tu vois, et merci, toi, de me dire Dunk, parce que ça me fait penser à un deuxième choix, et je le dis, parce que je le pense vraiment, c'est pas pour trouver quelqu'un, c'est Bam Bam Bigelow. Ah, Bam Bam Bigelow. Bam Bam Bigelow Ouais. aurait été un très Mm. bon champion heel intercontinental, parce que aussi Workrate, il se dépatouillait pas trop mal. Mm. Mais Bam Bam, tu vois, je pense que ça aurait pu être sympa. DiBiase. DiBiase, Pas besoin. Puis il avait sa ceinture à lui. mais en plus. c'est comme Dunk, tu vois. Mm. Dunk, ça aurait pu être chouette, mais il était tellement Donkey là, on dit. Hein. On dit que mais pas Ah Donkface. ouais, ouais. ouais. On C'est s'arrête. ça. No, Dunk, c'est jusqu'à novembre 93, ça n'existe plus après. Hein. Ouais, Dunk, ça aurait pu être chouette, mais il en avait pas tant besoin que ça, quoi. Donc le Kid, Bam Bam. Ouais, sur le Kid, je pense que c'est le meilleur choix. Ouais. Le Kid, ouais, très clairement. Ouais. Là, par contre, je suis d'accord. Papy, Rabi, avant de partir, un petit peu Ouais. dans le passé, là, dans ton époque, ton Ouais. champion intercontinental préféré. Eh bien, figure-toi que c'est Buddy Rogers. Parce que les Il gens... n'a pas été champion intercontinental, Buddy Rogers. Les gens ne savent pas qu'il y a eu un tournoi en 1961 en Slovaquie, à Spikakuk, Ah oui. la capitale de la Slovaquie, bien Bien sûr. évidemment. Ouais. Et c'est Buddy Rogers, Ah oui. oui, Il a- qui non. bat Lutez en Il finale. n'a pas été champion intercontinental, Ah bon le Papy. Non, non. Et le tournoi en Slovaquie. Non, ça n'existe Mais pas. pourquoi je pense à ça alors? Je sais pas pourquoi Mes tu penses à pilules, ça. mes Peut-être pilules. parce que c'est Les l'euro. pilules, c'est Merci. l'euro, j'aime bien l'euro. Tu pour qui? Bah, la France. La France, France. monsieur Papy Rabi. Ben, Papy Rabi, Extrêmement oui. patriote. Complètement patriote. En tout cas, Oui. merci à tous de nous avoir suivis. Papy Rabi, ton intervention la plus pertinente de l'histoire de #FHCA. Tu m'étonnes, mauvaise pomme. Merci Rabi pour cette émission. Merci en tout à cas, toi. merci beaucoup sur Oui. le championnat intercontinental. Dans 15 jours, on parlera de Chris Benoit. N'oubliez Ça, pas ça de va nous être bien, suivre ça. partout sur Twitter, sur la fabuleuse histoire du catch américain, sur le Facebook, également Mixcloud et YouTube. Envoyez-nous vos commentaires en masse. On espère que cette émission vous a plu. On salue Papy Rabi qui était avec nous ce soir. Merci beaucoup. Salut. On salue Marc Blondin. Merci pour la lecture des mails et pour ton humour et ta bonne humeur. Merci à vous. Tu diras un bonjour à Michel Le Tourneur. N'oublie pas que la NWO, c'est pour la vie boudin. Ouais, et ouais. on a évoqué Bam Bam Gros Gorno à Ouais. l'émission, comme le disait Michel Le Tourneur. Dieu son âme. On se retrouve dans 15 jours pour la fabuleuse histoire du catch américain sur Chris Benoit. À plus, gros bisous, soyez mignons. Adios.